Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et oui, ce soir, nous sommes présents avec déjà tous mes chroniqueurs, Chris et Thomas, qui sont gonflés à bloc ce soir. Parce que ce soir, oui, c'est vrai, nous avons deux débats énormément intéressants qui fait déjà remuer pas mal de monde sur notre groupe Facebook. Voilà, tout de suite, notre invité, je le présente, son parcours de joueur. Il a été à Nice, Marseille, Saint-Étienne, Paris, Nantes. En tout, c'est 309 matchs en Ligue 1. Oui, maintenant, il a deux émissions à lui sur Alonso Foot Match chaque samedi et Alonso Foot dimanche sur l'équipe TV. Et il s'occupe aussi du magazine Surface Football Magazine. J'ai nommé Jérôme Alonso. Bonsoir Jérôme. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous et merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. C'est un énorme plaisir de notre part que vous soyez présents. C'est énorme pour nous. Merci beaucoup de cette reconnaissance. C'est gentil à vous de m'avoir invité en tout cas. Merci beaucoup. Chers auditeurs, vous voulez retrouver nos anciens podcasts, il suffit d'aller sur YouTube, de rajouter Quand on aime le foot, on parle foot, et vous trouverez nos podcasts de Mathieu Dossévi, Monsieur Payan et Ludovic Giuli. Entre autres, tout à fait Thomas. Premier débat, tout de suite, on va se lancer tout de suite dans le sujet. Football français, les diffuseurs au pouvoir, c'est ce qui ressort un peu actuellement. Donc en premier lieu, on parlera de beIN Sport et de Canal+. Et en deuxième lieu, de la LFP, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas, ou si vraiment elle a un pouvoir sur ses diffuseurs. Première question pour toi Jérôme, on va tout de suite lancer dans le débat. beIN Sport actuellement à la Ligue 2, le diffuseur de la Ligue 2 et veut actuellement les faire passer 18h ou 18h30. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoutez, je vous remercie déjà encore une fois de m'inviter à votre débat. Je crois qu'il est important de préciser à vos auditeurs aussi qu'on s'est rencontrés via Twitter et que j'ai vite été séduit par votre coup de gueule concernant les horaires de la Ligue 2. C'est pour ça, évidemment, que j'ai accepté de participer à ce débat avec vous. Je crois qu'il fallait mettre ça au point. Parce que vraiment, moi, la Ligue 2, c'est là où j'ai appris le métier. C'est la Ligue 2 qui m'a fait connaître. Je crois que sans la Ligue 2, j'aurais pas fait carrière du tout. Et je trouve que c'est un manque de respect immense envers la Ligue 2 et envers ses acteurs, que de le programmer à une heure où soit les gens partent en week-end, soit sont encore au bureau. Enfin, un horaire complètement bâtard. J'aimais pas le lundi à 21h, mais je crois que le lundi à 21h, c'est encore 1000 fois moins absurde que le vendredi à 18h. Donc voilà, un coup de gueule partagé avec vous. C'est pas que les joueurs, un club de football, et la Ligue 2, c'est des employés, c'est des employés de mairie, c'est des salariés, c'est beaucoup de gens qui se donnent pour un club. Et excusez-moi, mais mettre un match le vendredi à 18h, c'est prendre tous ces gens-là pour des abrutis et des imbéciles, et c'est un manque de respect immense envers tous les amoureux de la Ligue 2. Voilà ce que je pense. Et notamment tous les groupes de supporters, et je tiens par ailleurs au passage à parler du collectif SOS Ligue 2, qui a monté un site, un collectif avec tous les ultras, notamment tous les groupes de supporters de Ligue 2 et de Ligue 1, et qui a notamment pour vocation de lutter contre ces matchs à 18h et 18h30 aussi. Et c'est important qu'on en parle. Tout à fait. Bien sûr. Et que veut-on j'ai envie de vous dire, excusez-moi les gars, mais le débat aussi, à qui profite le crime, si on peut dire ça. Mon sentiment, c'est que le crime, entre guillemets, profite, faut évidemment raison garder, on parle de foot, mais profite à la... Bien sûr. C'est évident. Je pense que ce qu'a dit Jérôme est très très significatif. Le choix qui a été fait est uniquement un choix financier. Est-ce qu'on peut reprocher que dans ces décisions-là, c'est toujours le cas? Est-ce qu'on peut reprocher qu'il y ait un attrait financier? Bien sûr que non, nous ne sommes pas naïfs. C'est important aussi pour la LFP, c'est important pour la Ligue 2 d'avoir des
de l'argent parce qu'on sait que c'est aussi redistribué aux clubs, c'est donc forcément redistribué à des clubs qui sont parfois en difficulté, c'est redistribué à des salaires de joueurs, parce qu'on en a déjà parlé avec d'autres invités. C'est une fable que de penser que ce sont des joueurs surpayés en Ligue 2, etc. Donc là, l'aspect, il était 100% financier. Et je pense qu'on maîtrise non seulement les supporters, mais là, je pense que c'est vraiment toute la structure Ligue 2 qui va être mise en difficulté. On a vu que les nouveaux horaires des différents lots précédents avaient déjà mis à mal les affluences dans les stades. Et bien là, franchement, je pense que ça va aller de mal en pis. Et ce qui est certain, c'est qu'on connaît l'importance, surtout en Ligue 2, d'avoir un attrait populaire. On sait que c'est pas la billetterie, c'est pas ce qui coûte le plus important dans le budget de la Ligue 2, d'un club de Ligue 2. Nous sommes d'accord, c'est pas. Mais c'est très très capital parce qu'on sait que très souvent en Ligue 2, on a beaucoup plus de dépendance humaine qu'en Ligue 1. Et donc là, vraiment, on va dans la mauvaise direction. Et justement, Chris, moi, je veux rebondir là-dessus parce qu'il faut savoir quand même quelque chose, c'est que déjà j'ai pas les chiffres actuellement, en fait, si on peut, je vais regarder, il y a des chiffres, mais les chiffres ont augmenté par rapport à ce que payaient déjà donc les redevances TV. Donc ça veut dire que les clubs vont toucher plus. Et actuellement, moi, ce qui me choque le plus, et vous réagirez là-dessus, c'est que les présidents, à part Gervais Martel, personne d'autre, quasiment personne d'autre, moi, honnêtement, sur ce que je me suis renseigné, personne d'autre réagit. Non, là, je suis d'accord avec toi du tout. Les présidents de clubs soutiennent absolument les collectifs et Société 2, soutiennent effectivement la démarche de ne pas accepter les matchs au niveau de la presse, ne se mettent pas devant la télé, enfin, ne le montrent pas clairement, à part Gervais Martel, qui l'a annoncé, il a dit, si les matchs de Ligue 2 seraient à 18h, c'est la mort de la Ligue 2. Mais c'est pas le seul à l'avoir dit. Hein. Bah moi actuellement j'en ai pas vu d'autres quoi. Et le problème c'est peut-être aussi ça, c'est que alors à mon avis il y a certains présidents qui se disent bon attends, il y a l'argent qui rentre, on va peut-être pas dire tout de suite à Bein, ils abusent à 18h ou 18h. Mais l'argent il rentre, mais l'argent il sort au niveau de la billetterie, donc au final ça compense, c'est tout, ça camouflé. Ah mais tout à fait d'accord avec toi. C'est tout à fait ça, parce que s'ils réfléchissent comme ça, c'est perdu d'avance. Déjà, en plus, la Ligue 2, il y avait pas beaucoup de public l'année dernière, c'était pas énorme. Et cette année, ça va être encore moins si c'est partir de 18h, 18h30. Et en même temps, les présidents sont dans une situation inconfortable parce qu'on sait que l'argent qui leur revient de la rente, effectivement, via les diffuseurs, c'est de l'argent qu'on peut appeler de l'argent direct, qui sera directement perçu par eux, alors que l'argent de la billetterie, bon, on sait évidemment qu'ils peuvent pas se mettre des supporters à dos, mais c'est de l'argent, entre guillemets, plus indirect, plus spéculatif, moins certain. Donc là, je pense qu'ils sont eux aussi quelque part mis à mal entre, d'un côté, aussi privilégier l'aisance de leurs supporters et pas perdre aussi trop d'affluence, et aussi la rente, parce qu'on sait quand même que financièrement, les clubs de Ligue 2 souffrent beaucoup trop d'ailleurs. Donc là, je sais pas ce qu'en pense Jérôme, mais vraiment, là, ce qui est pervers, mais tu as raison, mais ce qui est pervers dans ce système, c'est que si un jour on a l'occasion, alors c'est utopique, mais on ne sait jamais, si un jour on a l'occasion d'en discuter avec les acteurs principaux, on ne sait jamais si votre collectif un jour arrive à rentrer dans les bureaux des hautes sphères du football français, on va vous dire quoi, messieurs? On va vous dire, mais attendez, nous on donne de l'argent à la Ligue 2. Donc vous voyez, si vous voulez, notre combat, il n'est pas perdu d'avance, mais on a affaire à des gens qui décident, qui vont nous dire qu'on a tort, qui vont nous dire que le vendredi soir, c'est génial, et la plupart des gens qui dictent, qui décident ces lois, pour 98%, n'ont jamais mis les pieds sur un terrain de football. Parce que la vérité, elle est là aussi, c'est que qui peut ressentir ce que ressentent les supporters ou les joueurs? Parce que les joueurs, jouer devant 400 spectateurs en Ligue 2, les gars, je vous garantis que ça va pas être agréable non plus. Vous voyez? Et tout va s'en ressentir, les performances vont s'en ressentir, les recettes vont s'en ressentir, les audiences, évidemment, vont s'en ressentir également. J'aimerais que votre combat aille encore plus loin. Excuse-moi, je termine là-dessus. Que votre combat aille encore plus loin. Et qui sait qu'un jour, vous ayez 2 ou 3 anciens joueurs à vos côtés. Et pourquoi pas, moi, vous aider un jour à monter au combat. Parce que les gens qui prennent ces décisions n'ont pas un quart du ressenti qu'ils devraient avoir. Ils ne peuvent pas comprendre l'urgence et des supporters et des joueurs. Mais moi, Jérôme, je pense il faut aller encore plus loin. Pourquoi beIN Sport a pris ses droits de Ligue 2? Parce qu'il y avait personne d'autre. Il y avait pas tout. Là, je vais avoir un avec toi, c'est une stratégie commerciale. Tout à fait. Là, sincèrement, il y a un truc qui me gêne avec ce débat,
c'est sur le diffuseur. Parce qu'il faut, et c'est pour ça qu'après ce sera très bien qu'on parle de la LFP, parce que franchement, il faut aussi citer et contextualiser ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation avec les diffuseurs, ça se passe tous les ans comme ça, ou tous les 2-3 ans si vous voulez, que c'est des contrats longue durée. Et ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un communiqué de la LFP, avec le premier lot, c'était 8 rencontres en multiplex que la chaîne pouvait diffuser. Alors c'était signifié comme ça, je vous le dis en toute tête, soit les vendredis à 18h ou à 18h30, ou le samedi à 14h30, ou le lundi à 20h. Ben donc, à partir du moment où la LFP, elle négocie ces horaires-là, ben quelque part, je veux dire, le diffuseur, lui, ben c'est l'horaire qui le convient le mieux en fonction des autres événements sportifs qu'il a. Enfin, quelque part, je veux dire, on pourrait bien sûr idéaliser en disant que bon, ils peuvent faire preuve de pédagogie, ils peuvent aussi comprendre l'esprit, mais le diffuseur quelque part, ben lui, c'est pas, il en a rien à faire. Hein. Et au-delà de ça, en plus, Chris, le diffuseur beIN Sport a le match donc du vendredi soir qui est censé lancer la journée, qui est un match phare, qui est à 21h. Si le même diffuseur diffuse la Ligue 2 à 20h ou un concurrent la diffuse à 20h, ça va flinguer les audiences du match de la Ligue 1. Donc automatiquement, en achetant les droits, tu le mets plus tôt, t'es tranquille. C'est le but de beIN Sport, je pense. Bien sûr. Mais personne n'est gagnant. Donc on a que personne ne va être gagnant dans cette histoire. Personne. Et alors, moi, Jérôme, j'ai envie de vous relancer sur le deuxième point phare de ce problème de cette Ligue 2 à 18h. La LFP n'a plus aucun pouvoir et le diffuseur impose sa loi. C'est-à-dire que la LFP, on lui dit, nous on veut mettre le match à 18h et 18h30. Ils disent ok, ou sinon le samedi, ou sinon le lundi. Non mais à un moment, la LFP dit non, on peut pas mettre un match à 18h, vous allez perdre déjà de l'audience. Ils ont pu s'imposer aussi. J'ai l'impression que la LFP, ils ont dit, on a l'argent, c'est bon, vous faites ce que vous voulez. Mais ils ont signé, Chris, c'est ça le problème. Là, franchement, c'est un faux débat parce qu'ils ont signé la LFP. En connaissance de cause. Ils peuvent rien dire, ils ont signé en bas du contrat. Alors soit c'est un faux, soit c'est illégal, mais le contrat, il est passé. Donc là, c'est fini. À moins qu'il y ait un mouvement populaire qui fasse, entre guillemets, qui donne une très mauvaise publicité aux diffuseurs, qui lui ferait faire demi-tour, la LFP, elle ne peut plus, pardon, pour ma grossièreté, elle ne peut plus fermer ça. Oui, mais ce que je veux dire, Chris, c'est qu'à la base, au départ, la LFP aurait dû dire, non, vous faites pas ça à 18h, ce n'est pas possible. On fait pas ça le vendredi à 18h. Il y a un moment, même par pure réflexion, on le sait tous très bien que ça sert à rien de faire le vendredi. Et connaissant Frédéric Thiers, est-ce qu'on peut imaginer que lui, à un moment donné dans sa tête, dans son cerveau, il se soit dit, bah oui, tiens, c'est génial le vendredi à 6h. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait pensé ça à un moment donné? Mais non, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'il ait pensé. Autant il fait une bonne idée, lui. Mais en même temps, quand tu reprends, Jérôme, un petit peu les dernières déclarations de Charles Bietri, qui donc est mandaté par beIN Sport en France, bien sûr, bien que c'était la condition sine qua non pour que beIN Sport investisse dans la Ligue 2 française, à savoir les matchs à 18h et 18h30. Et la LFP était au courant. Donc il s'est couché. Il était au courant que l'offre était valide que pour 18h, 18h30. Et là, c'était pas négociable. Hein. Oui. Limite, c'était pas négociable. Dans la position de l'équipe, c'est normal. C'est plus scandaleux que ça, parce qu'en plus, il y a une naïveté, parce que moi, j'ai lu le communiqué, parce qu'évidemment, j'ai fouillé les archives, j'ai lu le communiqué il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai plus la date précise, et c'était le premier communiqué dans lequel il y avait le lot 1 et le lot 2 qui avait dit sur Eurosport, et le lot 1 c'était entre beIN Sport, je sais plus quelle autre société, je sais plus exactement, et c'était, donc, à ce moment-là, il y avait une sorte de naïveté incroyable, puisque la LFP, sur son communiqué officiel, disait qu'il y avait 3 possibilités, donc vendredi 18h, 18h30, ou le samedi à 14h30, ou le lundi à 20h. Donc la porte, elle était déjà entrouverte avant même les négociations. Parce que la porte, elle est évidemment entrouverte par beIN Sport, on est bien d'accord. Mais clairement, qui va au stade? Et qui se sont dit, on va essayer de négocier entre les 3, et quelque part, ils ont entrouvert la porte, et c'est ça le problème. Mais qui va au stade? Si on prend la politique actuelle dans les stades, on veut que les familles aillent au stade. Le vendredi à 18h, les parents sont au boulot. Le samedi à 14h, les gamins sont au foot. Donc soit on tue les clubs amateurs en prenant les gamins du foot, on les met au stade, soit on tue les stades et pour favoriser le foot amateur. C'est pas. Non, mais la meilleure solution était le lundi. Était le lundi soir. Même le lundi soir, faut arrêter, c'est pas le lundi soir, non. C'est la moins mauvaise. Je te rejoins. C'est la moins mauvaise. C'est la moins mauvaise, oui. Oui, mais alors, le problème, je suis d'accord avec vous, mais je vais faire un peu l'avocat du diable. beIN Sport, mettez-vous à leur place. Ils mettent les matchs de Ligue 2 en même temps que les matchs de Ligue 1. Ça va faire concurrence comme on peut faire. Pour moi, c'est logique dans la démarche. Personnellement, pour moi, ils n'ont aucune responsabilité sur le plan
purement morale, ils n'ont aucune responsabilité. Je veux dire, à un moment donné, eux, ils ont négocié, ils ont dit est-ce qu'on peut mettre cet horaire-là avec 2 autres horaires? La LFP a dit oui dans un premier temps pour un préaccord, et ensuite, la LFP, pour l'accord final, elle a signé en bas. Donc pour moi, le diffuseur, il a aucune responsabilité. Je parle sur le plan moral. Après, je pense que le diffuseur, le débat n'est pas, la question n'est pas terminée. Parce que s'il y a un appui, ce sera la seule condition, parce que le contrat, il est signé. On ne peut pas rompre un contrat comme ça. La LFP, maintenant, elle devra fermer sa bouche. La seule différence. Et le problème, c'est le match de Ligue 1 le vendredi soir. Parce que le match de Ligue 1 le vendredi soir, moi, enfin, je sais pas, messieurs, vous en pensez. Moi, la Ligue 2 le vendredi soir, ça m'allait très très bien. Je trouvais ça super, moi. Enfin, je sais pas vous, mais ça m'allait très bien. Ça faisait un peu ça faisait un peu des matchs d'ouverture avant la Ligue 1 le lendemain. Ça faisait le lever de rideau, ça faisait enfin, moi, je trouvais ça super cool. C'était super respectueux pour eux. 20h, 20h30 le vendredi, c'était génial. Non, mais il y avait des émissions exprès en plus sur la Ligue 2 qui étaient très bien après sur des chaînes concurrentes. Ouais. Et c'était très bien, justement, ça permettait justement d'avoir un débat de fond sur la Ligue 1, sur la Ligue 2, sur la Ligue 2, je veux dire, on pouvait parler de tout ça, c'était vachement intéressant, même pour les joueurs. Là, en sachant effectivement qu'en plus, la LFP, je vais quand même l'être vulgaire, prend les présidents de clubs et les clubs pour des gros cons. Parce qu'en 2003-2004, les matchs avaient encore lieu de mémoire le samedi pour la Ligue 2. La LFP a imposé le vendredi soir à 20h, malgré donc l'avis des présidents. Les présidents, tant bien que mal, ont fini par accepter. Et maintenant, on les reprend pour des abrutis en mettant les matchs à 18h. Alors, concrètement, est-ce que, personnellement, tu penses que, Jérôme, est-ce que quelqu'un peut faire bouger tout ça, en sachant que, comme le disait tout à l'heure Chris, c'est sûr, on le sait tous, c'est signé. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut faire bouger beIN Sport avec la sauce, bien sûr, SOS Ligue 2 qui est fait sur Internet avec la pétition, mais est-ce que tu penses que juste ça peut faire bouger? Je pense pas. Est-ce que il faut vraiment que tous les présidents se réunissent et justement tapent un gros coup de poing sur la table et que tout le monde aille justement à la LFP et essaye de voir avec beIN Sport pour renégocier tout ça? Alors tu viens de dire le mot juste, il faut qu'il y ait un collectif puissant. C'est-à-dire que 3 présidents pourront pas faire bouger les choses. Il faut qu'il y ait un collectif puissant appuyé par des joueurs et des anciens joueurs. Pour cette saison, c'est mort déjà. Il faut bien se mettre dans la tête. À cette saison, on va y avoir droit parce qu'ils changeront pas. Là, c'est quoi? C'est dans 2 mois maintenant. Donc dans 3 semaines. Ah, là, c'est cuit, on est d'accord. Mais par contre, moi, encore une fois, j'ai fait votre connaissance il y a pas longtemps et je me sens super motivé, super impliqué. Vous êtes super pointu sur les dossiers. Je vais même vous dire, vous êtes encore plus pointu que moi parce que je sais pas le quart de ce que vous savez. Donc, je suis vraiment épaté. Donc, avec des gens comme vous, avec des puissants, avec des présidents de club, des joueurs, des anciens joueurs, faire entendre raison à Charles Bietri, qui pour le coup, est un passionné de sport, et je pense savoir qu'il connaît bien le sport. Oui. Maintenant, le patron, c'est pas Charles Bietri, hein, on est d'accord. Charles Bietri, c'est le bras articulé de personne qui est encore au-dessus de lui. Mais pour le coup, je fais l'avocat du diable, Charles Bietri est un monsieur qui connaît le sport, qui connaît les émotions et les enjeux. Donc ma réponse est oui. C'est pas utopique de penser qu'un jour, avec un collectif puissant, vous puissiez changer les choses. En tout cas, moi j'y crois. Et si un jour peut être des vôtres avec, parce que c'est pareil, si un jour s'il y a un joueur ou deux, ça suffira pas. Il faudrait qu'il y ait plusieurs joueurs et plusieurs présidents. Mais ma réponse est oui. Je suis un optimiste de nature et je pense que avec vos idées et des présidents derrière vous et des gens derrière vous, oui, quelqu'un comme Charles Bietri, qui est un grand sensible et qui est un grand connaisseur du sport, peut effectivement vous entendre. Mais je pense que faudrait pas qu'il y ait que nous. C'est-à-dire que là, actuellement, nous, on en parle dans notre émission qui est actuellement sur une radio web, qui est sur rts.fr. Je le redis encore, même si vous nous écoutez sur cette antenne-là. Mais nous, on est petit par rapport aux autres. Par exemple, on voit, par exemple, l'équipe en parle, certes, mais ne fait pas des gros sujets là-dessus. Je pense que c'est un peu en dessous et peut-être qu'on ne regarde pas. Ou même Canal+, totalement s'en fout, mais Eurosport, je pense que Eurosport devrait faire quelque chose, une émission, même les émissions de foot actuellement, par exemple, je prends l'émission de TF1 qui est l'émission phare, n'en parle pas du tout, on parle très rarement de foot déjà à la base, mais là je suis méchant, mais n'en même pas esquisser un petit mot, au moins juste un mot pour voir comment, rien du tout. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui même ne s'intéressent comme ça à la Ligue 2 comme ça, ne savent même pas que l'année prochaine ça sera à 18h.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a un effet, pardon de le dire, mais puisqu'on va citer les noms, il y a un effet un peu Coca-Cola, McDonald's, si tu veux, téléfoot, c'est un peu le football pour la grande commercialisation. Téléfoot, ça s'adresse à un plus large public que les experts ou les amateurs de football. Moi, je vais pas paraphraser ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure, parce que je trouvais ça très très utile et très intéressant. J'ajouterais quand même aussi, pour que ça plie, un mouvement populaire très très important, mais ce qu'il avait dit un peu en prélude, mais je pense que ça aurait aussi vraiment son intérêt, à partir du moment, où le diffuseur sentirait véritablement une menace commerciale et financière, voire publicitaire, contre ces produits. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais il faut bien être clair aussi, le risque c'est la banalisation. Le risque c'est que si la première saison passe comme ça, et que le mouvement commence à ne pas, je dirais, la flamme continue à ne pas être entretenue, parce qu'il y aura un risque de lassitude et de banalisation. Et je pense que là, il faudra, en tout cas, s'il y a des gens motivés pour ce genre de mouvement-là, il faudra effectivement un appui et une résistance farouche, parce que le problème, c'est que dès que la première saison est enclenchée, il y aura forcément un processus de banalisation qui sera entamé dans l'esprit de beaucoup. Et donc là, vraiment, ce sera un gros risque pour la suite du combat, entre guillemets. Après, moi, le problème je pense qu'il y a en France, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de force vive dans les tribunes en France. Dès l'instant où on touche aux tribunes en France, il n'y a personne derrière qui réagit. On peut toucher aux tribunes, on a touché aux tribunes au Paris Saint-Germain, à Saint-Etienne, à Nice, à Marseille. Maintenant, on touche à la Ligue 2 et personne réagit, tout le monde s'en fout. C'est dommage que l'émission Liberté pour les auditeurs, qui est une émission tous les mercredis soirs, qui a pris cette énace il y a une semaine désormais. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on aurait pu même en parler, parce que franchement, je pense qu'il y a un manque aussi de solidarité entre les supporters. On parle souvent des ultras, des supporters, des groupes de supporters. Là, je pense que vraiment, il y a des choses à faire. Alors vous allez me dire... Non, mais ils sont tous réunis autour de ça, justement, Chris. Ils sont tous réunis, ils veulent faire des boycotts. Mais concrètement, c'est bien les boycotts, mais ça va aller jusqu'à quand? Et puis c'est léger, je trouve. Hein. C'est encore sommaire comme décision. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir cet esprit-là de départ, mais c'est assez sommaire. Il faudrait être beaucoup mieux structuré et véritablement aller avoir des contacts physiques notamment. Je pense que ça ne peut pas rester enclavé sur la toile. Ce serait vraiment... Messieurs, je me permets à mon tour de vous poser une question, enfin à vous les responsables et ceux qui ont eu la première idée de monter ce collectif. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on est les seuls à s'offusquer ou est-ce que les gens posent comme nous? Est-ce qu'on a une petite armée qui se met en route derrière nous ou est-ce que les gens s'en foutent un petit peu? Nous, de ce qu'on a pu voir, après ce qu'on a vraiment fait des recherches au niveau de ces collectifs, au niveau des groupes de supporters et autres, et effectivement, pour être entré en relation vraiment avec des personnes très assidues, ça grimpe petit à petit. Les groupes de supporters de chaque club les rejoignent petit à petit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un manque de médiatisation assez important. Et effectivement, mais pour l'instant, ça reste assez marginal. Mais ça commence à prendre de l'ampleur. De mémoire, au niveau de la pétition, actuellement, il y a plus de 4500 signatures. Donc ça monte très vite. Grâce notamment à Twitter, grâce à Facebook et autres, faut pas se le cacher, bouche à oreille. Mais c'est vrai que ça reste assez marginal malgré tout pour l'instant. Oui. Justement, c'est que le problème, moi je suis pas, Jérôme, je suis pas totalement imbriqué dans le système de Thomas et Christopher. Je suis vraiment un peu plus éloigné par rapport à ça parce que je suis de nationalité belge. Mais c'est vrai que j'ai un appui moral par rapport à ça. Et le risque aussi, et ça il faut le dire parce que je m'intéresse assez à la toile, c'est que sur les réseaux sociaux, les premières heures sont vraiment capitales. Et là, il peut y avoir aussi un essoufflement. Et d'où l'utilité, je pense vraiment que ça va dépendre de cela. S'il y a un mouvement qui doit vraiment subsister par rapport à ce problème, je pense qu'il faudra dépasser le cadre de la toile, parce que sinon l'équation ne lui résout pas. Ouais, donc voilà, ce collectif-là devrait vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure avec Jérôme, je pense avoir un énorme soutien, mais même de tous les présidents de club déjà, si tous les présidents de club, vraiment, et voilà, et après. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, Tom, justement, c'est tous ces présidents de club connaissent très bien les médias, donc automatiquement, s'ils veulent parler dans les médias, du jour au lendemain, ils en parlent. Ils en parlent dans tous les médias et tous les jours. Ça, c'est pas un problème. En plus, c'est l'euro. Ils devraient en profiter. Mais justement, là, actuellement, on n'en entend même pas parler. C'est ça qui est, pour moi, le plus choquant. C'est justement à cause de l'euro, je pense. Hein. Alors là, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que justement, l'euro, comme j'aime l'expression que Thomas aime et sourit quand je l'écoute, l'euro vampirise un petit peu les supporters de football sur vraiment cet événement-là. Et du coup, les d'autres causes footballistiques. Je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai plutôt peur que pendant l'euro, vos voix aient du mal à s'élever. Je rejoins plutôt malheureusement cette hypothèse. Et peut-être que courant juillet, quand l'euro sera fini, voilà. À mon avis, la fenêtre de tir, elle est entre l'euro et les JO. Si voilà, je pense que la fenêtre de tir idéale, elle serait là. Au moment de l'ouverture de la Ligue 2 mi-juillet, en fait.
Et ben voilà. En sachant que Mais là, non. on va attendre vraiment parler, il faut l'avouer. À part nous actuellement, je pense pas que si peut-être pendant l'Euro, ils vont peut-être en parler. J'espère que Stade 2 en parlera, j'espère que d'autres. Mais non, faut pas désespérer, Christopher, parce que je rappelle que nous avons reçu il y a quelques mois, nous avions reçu la fille d'un la fille d'un décédé lorsque Sébastien, oui, elle, oui. oui, et on l'avait reçu et elle nous avait, c'était sur l'émission LPA, c'était, je pense, l'une des premières émissions qui en a parlé. Puis après, il a fallu, entre guillemets, un petit coup de chance. Il y a un journal qui en a parlé, puis il y a eu un effet boomerang et on en a beaucoup plus parlé. Cette cause est vraiment revenue sur le devant de la scène, ne pas jouer début mai en hommage à toutes les victimes de cette terrible drame syrianiste il y a 20 ans, je crois, à peu près. Et donc là, véritablement, il ne faut pas perdre espoir. Mais ce qui est certain, c'est que ça s'était passé, entre guillemets, il y a eu 2-3 mois d'écart. Hein. Je pense que ça ne peut pas survivre, et là, je rejoins aussi l'avis de Jérôme, ça ne peut pas survivre passer ce délai-là. D'accord. Bon, écoutez, je crois qu'on a été complet au moins sur la Ligue 2. On va parler d'autres choses sur les diffuseurs, mais au moins on a été complet sur la Ligue 2. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. C'était prévu un peu d'avance, on va dire ça comme ça, qu'on était tous d'accord. Je pense vraiment qu'il faut, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, je laisserai le mot de la fin sur le match de Ligue 2 et après on parlera des diffuseurs suivants. Mais donc je pense que personnellement il faut, comme vous l'avez dit, un collectif assez puissant, Jérôme. Eh oui, c'est ça, un collectif assez puissant. Avec moi, avant de vous quitter, parce que faut que j'aille bosser un peu aussi. Donc avant de vous quitter, je voulais vous dire en résumé en 2 mots. C'est très intéressant. J'étais ravi de participer à ce débat avec vous, encore une fois, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je ne laisserai jamais tomber la Ligue 2. Donc je suis content de me rendre utile, en tout cas pour cette première interview. Et puis, vous tirez un coup de chapeau, messieurs, qui êtes impliqués dans ce projet, parce que c'est courageux. Vous vous attaquez à priori, pour l'instant, à plus fort que vous. Mais voilà, on sait ce qu'on peut faire avec la foi et la force. On peut retourner des montagnes. Donc, bravo à vous. Et puis voilà, n'oubliez pas les mots forts, un collectif fort, quelques anciens joueurs, tout à fait. Et puis beaucoup de bonne volonté comme vous le faites. Et puis merci. On va essayer. Donc attendez Jérôme, juste avant que vous partiez, et nous on enchaînera après sur le deuxième débat ensemble, mais vous serez plus là. Mais juste avant que vous partiez, on a juste 2 choses à vous demander. Bien sûr. Si vous pouvez lancer un petit défi à l'antenne, juste dire quand on aime le foot, on parle foot. C'est tout. Juste ça. D'accord. Tout simplement. Écoute, quand on aime le foot, qu'est-ce qu'on fait? Quand on aime le foot, on parle foot. Ok, alors si vous faites ce défi, ça va être énorme. Et juste une chose, c'est une tradition dans notre émission. Tous nos invités l'ont fait. Il faut juste répéter cette phrase suivante. C'est ici, Jérôme Alonso, j'écoute quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. J'ai pas entendu les lettres par contre. RTS Radio. D'accord. Salut à tous, ici c'est Jérôme Alonso qui vous parle. Et faites comme moi, écoutez quand on parle de foot, on aime le foot, non c'est ça, merde. Non, quand on aime le foot, on parle foot. Ne vous inquiétez pas, on fera des montages. Ah, je l'avais dans le désordre, j'avais cherché dans le désordre, putain. Quand on aime le foot, on parle de foot. Oui, c'est logique, d'accord. Bon les gars, c'est bon, j'y retourne. Salut à tous, c'est Jérôme Alonso, écoutez, faites comme moi, écoutez cette fabuleuse émission. Quand on aime le foot, on parle de foot sur RTF. À très bientôt, David. Merci beaucoup, Jérôme, c'est énorme. Merci énormément d'être venu dans notre émission. Je peux vous aider, c'est cool, les gars, avec plaisir. Franchement, vous revenez quand vous voulez, nos portes sont ouvertes. Quand vous voulez passer, vous nous appelez, il n'y a aucun problème. C'était énorme, c'était instructif. Et merci de ce soutien pour notre émission. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars, pour ce que vous faites. Et à la prochaine. Et juste un petit message, au revoir, et juste un petit message pour partir. Merci beaucoup, parce que moi je regarde beaucoup les débats en France et les avis sont souvent sclérosés malgré des grandes gueules entre guillemets. Et je trouve vraiment que vous sortez souvent du discours ambiant, même si parfois on peut être d'accord sur les phases les plus importantes. Mais j'aime beaucoup votre franc-parler et je vous félicite depuis ma Belgique ici. C'est très gentil, hein. C'est super sympa. Merci beaucoup, je vais essayer de continuer comme ça. Bonne soirée les gars, merci beaucoup, j'y retourne. À très bientôt. Ciao les gars, ciao, merci.
Et tout de suite, la suite de l'émission. Foot.fr, l'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de football.fr. Paroledefoot.com, c'est réaction, analyse et interview. Tout ça sur paroledefoot.com. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Footafricain.com. Nous vous donnerons toute l'actualité des footballeurs africains. Venez découvrir footafricain.com. Tout le monde s'en fout.fr avec des chroniques, des pronos. Tout le monde s'en fout, mais on le dit quand même. Bien, on est de retour dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Jérôme Alonso, qui était notre invité, est parti à l'instant même. Merci encore à lui et il est le bienvenu quand il veut. Donc le deuxième débat. Oui, vas-y. Chef, comme j'y pense, petite dédicace, j'aimerais remercier au passage effectivement l'un des membres de Twitter qui nous a permis d'avoir Jérôme Alonso aussi. Et je fais une petite dédicace au passage, il se reconnaîtra. Merci encore à lui. Voilà ce deuxième débat qui a été choisi par les membres de notre Facebook Quand on aime le foot, on parle foot. Ce débat a été choisi, s'appelle le fair play financier est-il la solution? Donc avant de commencer ce débat, quelques explications du fair play financier parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Fair play financier, qu'est-ce que c'est à la base? Le terme fair play symbolise une certaine forme d'équité sportive entre les clubs. Concrètement, ils n'auront pas le droit de dépenser plus que ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils gagnent 100 000 euros, ils ne dépensent que 100 000 euros. Comment sera évalué le fair play financier? 4 critères. La possibilité financière pour les clubs de poursuivre son activité, l'absence de fonds propres négatifs, l'équilibre financier et l'absence de dette d'autres clubs et des joueurs ou le fixe. Ou du fisc, pardon. Excusez-moi. Sur une période donnée. Voilà, tout à fait. Il faudra qu'ils s'expliquent devant l'UEFA si la masse salariale dépasse 70% de leur budget, ou si une dette est supérieure à son chiffre d'affaires. Voilà. Concrètement aussi, il faut savoir un petit exemple. En 2010, Manchester City a essuyé une perte de 227 millions d'euros. Donc, Barcelone 80 millions l'année dernière aussi. Voilà, on aura d'autres chiffres à vous dire encore derrière. L'UEFA s'est livré à une simulation au fair play financier pour les années 2008, 2009, 2010. Le résultat est sans appel. À peine 44% des clubs européens respectent les 4 critères. 44%. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Et juste pour finir, les sanctions qu'il pourrait avoir. Donc, il pourrait s'agir de simples amendes, mais aussi et surtout l'exclusion des compétitions dépendantes de l'UEFA, notamment la Ligue des Champions et l'Europa League. Attention, dernièrement, il y a eu Philippe Diallo, le président de l'Union des clubs professionnels, qui a dit « L'exclusion, c'est un peu comme l'arme nucléaire, cela sert surtout à dissuader. » L'UEFA a fait comprendre aux clubs qu'il existait des nouvelles règles et ils espèrent qu'ils en tiendront compte. Donc, voilà concrètement ce que c'est le fair play financier. Donc, je ramènerai prochainement juste après des chiffres. De toute façon, je pense que vous en avez aussi. Voilà concrètement ce que c'est le fair play financier pour vous, chers auditeurs. Donc, qu'est-ce que vous pensez de vous, ça, les gars, soit Thomas, soit Chris? Un club qui gagne 100 millions d'euros peut dépenser 100 millions d'euros. Alors, c'est un peu aberrant quand même. Vas-y Chris, commence. Aberrant pourquoi? Non, pas du tout aberrant. Si le club gagne 100 millions d'euros, d'ailleurs, je sais pas où c'est le cas, mais c'est très rare, hein, faut gagner la Ligue des Champions, le championnat et avoir une capacité de grand stade. Mais il y a les sponsors aussi. Ah oui, il y a les sponsors, mais enfin bon, bref, 100 millions d'euros, c'est quand même assez rare. Hein. Je crois qu'il y en a pas beaucoup de clubs, on les compte sur les doigts d'une main qui gagnent 100 millions d'euros par an. Mais à ce moment-là, il peut dépenser 100 millions d'euros. Et les dépenser 100 millions d'euros, c'est pas que pour les transferts. Hein. Il y a les frais des joueurs, des salaires des joueurs, il y a les frais divers. Donc je pense que c'est vraiment les dépenses des clubs sont très très importantes. Déjà, on sait que entre 50 et 60% des dépenses d'un club sont consacrées à la masse salariale. Et ça peut gonfler comme on voit à Manchester City. Ce débat, il faut le faire en deux. Entre d'abord l'idée du fair play financier et d'un autre côté, débattre sur les sanctions, sur les règles à fixer. Moi, l'idée, je pense que je suis absolument d'accord, je suis totalement pour. Je pense que c'est la seule solution vraiment pour
pour éviter le marasme, parce que là, vraiment, on va dans le mur. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, on va dans le mur en Angleterre, on va dans le mur au Portugal, on va aussi dans le mur en Espagne, on n'en dit pas beaucoup, mais on va aussi dans le mur en Espagne. Ce sont des gros championnats, et à un moment donné, je pense que si on ne fait pas quelque chose, ça pourrait faire un peu comme la crise financière mondiale qu'il y a eu, ça pourrait tout exploser. Donc sur le principe, moi je suis totalement favorable à ce fair play financier. Pour moi, c'est un gros camouflet, clairement, ton fair play financier. On va être concret, hein. Franchement, on va être concret. Quand on voit Platini qui nous sort, si les clubs ne sont pas à jour, ils risquent l'exclusion des compétitions européennes. J'aimerais bien voir la tronche à Platini dans sa Ligue des Champions qu'il adore, avec Barcelone en moins, Manchester City, Manchester en moins, Real en moins, Bayern en moins. Ça me ferait énormément beaucoup rire. Et au final, on aurait quoi? On aurait Cracovie champion d'Europe dans 5 ans. Et franchement, on aurait de la gueule, la Ligue des Champions. D'abord, pourquoi pas? Et deuxièmement, moi j'allais dire, pourquoi pas? Je veux dire, si le club ne respecte pas les règles, c'est comme ça. Je veux dire, les règles, elles sont comme ça pour tout le monde. Si un club commence à tricher, à ne pas respecter le fair play financier qui est imposé pour tous les clubs d'Europe, tant pis pour sa gueule, même s'il s'appelle Barcelone, Chelsea, Manchester City, Manchester United ou Liverpool. Mais comment tu veux la vendre après ta Ligue des Champions? Comment tu veux la vendre avec des diffuseurs? Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que c'est jamais comme ça. C'est pour ça que sur le principe, je suis évidemment pour, mais sur le concret, je suis pas totalement convaincu par toutes les idées. Moi, je suis de ton avis que ça ne se fera pas. Sauf que moi, contrairement à toi, j'ai aucun sentiment pour les clubs qui tricheraient et qui mépriseraient cette règle. Aucun. S'ils sont exclus, ce sera tant pis pour eux. Le problème, c'est que ça ne sera pas parce qu'il y a des pressions très importantes, parce que ces clubs-là, ils menaceront de faire une ligue annexe, une coupe d'Europe annexe, etc. Il y aura jamais des sanctions écrites, l'a dit en introduction, il y aura jamais des sanctions comme ça. Le problème, c'est qu'alors, l'UEFA dit, mais si c'est pas ça, vous inquiétez, il y aura juste des amendes. Mais des amendes, ils s'en foutent, ils ont des mécènes, ils ont des clubs, de toute façon, ils sont de trois un petit peu plus, c'est pas des amendes. Justement. Donc, il faut des solutions intermédiaires. Donc, juge en termine, des solutions, selon moi, intermédiaires, comme un retrait de certains points, retrait de 3 points Ligue des Champions dans les groupes, retrait de 10 points, 20 points en championnat. Eh bien, ça, je pense que ce serait vraiment des mesures qui sont oui, sauf que l'UEFA n'a pas de pouvoir sur les classements nationaux. Il y aurait une façon de le faire. Je veux dire, à ce moment-là, ce sera en concertation avec les ligues qui, elles, subiraient des pressions. Mais c'est le seul moyen pour que cela fonctionne vraiment, parce que l'exclusion, ça ne fera pas, et les amendes, ce ne sera pas assez sévère. Donc, le seul moyen, ce sera en concertation avec les ligues nationales de faire ça. Chris, tout à fait, tu m'as coupé l'herbe sur le pied, je voulais justement vous faire rebondir là-dessus. Est-ce que l'UEFA est concrètement à la capacité de dire au Real de Madrid, au revoir, ciao, tu fais pas la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est quand même. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que je les vois pas dire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est politique, c'est qu'une bande de vieux qui passent leur temps à parler foot et politique. Mais clairement, mais qu'est-ce qu'ils y connaissent la plupart au foot? Les 3/4, ils ont jamais joué au foot de leur vie, ils sont jamais été dans un club de leur vie, sans déconner. Je suis totalement en désaccord avec toi, Tom, parce que mais même moi, ça me choquerait pas. Évidemment qu'ils y connaissent pas en football, mais quand bien même qu'ils s'y connaissent ou qu'ils s'y connaissent pas en football, si vraiment ils ont envie de prendre le taureau par les cornes et régler les vrais problèmes du football mondial et du football européen, mais là, franchement, même s'ils y connaissent pas, je m'en fous, je les applaudis. Moi, c'est pas un problème de légitimité, c'est un problème de réflexion par rapport. Enfin, je veux dire, d'accord, on peut les attaquer, faire des attaques ad hominem, etc., parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompétents à la direction même de la FIFA, de l'UEFA, on va pas toutes les citer, les instances. Mais à la limite, si à un moment donné, ils ont une illumination et qu'ils veulent vraiment faire des choses positives pour le football, moi, je cracherai pas dessus. Franchement, je cracherai pas dessus. Mais le problème, est-ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait faire ça avec le Real Madrid? Ce serait une solution. Je crois qu'on pourrait le faire qu'avec peu de clubs. Ce serait possible. Si tu le fais qu'avec, à l'encontre de 2 ou 3 clubs, enfin, je veux dire, pardon, mais ils pourront pas créer une ligue annexe avec 3 clubs. Ce sera pas possible. Donc, ça sera pas à tout le monde, mais ce sera des mesures exemplaires sur 1 ou 2 grands clubs. Ceux qui respecteraient vraiment pas du tout, ceux qui feraient preuve de très mauvaise politique. De toute façon, ils peuvent pas. Et dans tous les cas, de toute façon, si d'aventure, pour une raison X ou Y, les clubs, effectivement, s'apercevaient qu'ils allaient être mal à la fin de l'année, ils vont tricher au niveau des sponsors. Ça s'est fait au PSG il y a quelques années. On payait les joueurs, même à Marseille il y a 20 ans ou à Bordeaux il y a 40 ans, on payait les joueurs au travers de contrats de sponsoring pour que une partie de leur salaire soit prise en charge par le sponsor. Donc, clairement, ça va être la même chose. On va revenir à un système mafieux sérieux. Sur ces sanctions, faut être cohérent. Pour 2013 et 2014, ils disent qu'un déficit sera toléré de 45 millions d'euros. Un déficit de 45 millions d'euros sera toléré. Alors, il y a un moment,
Non, pas pour le club. Donc c'est énorme déjà, c'est énorme, c'est 45 millions d'euros. Mais tu vois, donc Chris, voilà, je voulais juste finir là-dessus et après tu pourras réagir là-dessus. Donc sur ces sanctions, on va dire qu'ils vont être tolérants, ils vont être vraiment tolérants. Il n'y a pas vraiment de sanction, on va pas vraiment mettre la Ligue des Champions, on va pas vraiment vous l'enlever, mais bon, on est là pour vous montrer qu'on peut être là. Bon, attendez, soyez cohérents. Vous dites, c'est clair et net, il n'y a pas de déficit. Certes, il y aura peut-être de la tolérance pour la première année ou pour la deuxième année comme ils ont fait, mais 41 millions c'est trop, donc il faut réduire et faut être tolérant. Tout de suite, faut se dire, c'est trop pour Avignon, c'est trop pour Clermont Foot, c'est trop pour Nantes, pour Auxerre, et 45 millions pour Manchester, c'est quoi, sans déconner, c'est rien du tout. Donc pour Manchester City, c'est énorme. Pour City, c'est tout 45 millions. Pardon, je m'exprime mal, c'est énorme pour de passer de 230 millions à 45 millions. Oui, le fossé c'est énorme. Les 45 millions seulement de dette, c'est rien. C'est ridicule, parce que des clubs endettés, des tout petits clubs avec des budgets à 15-20 millions qui pourraient sans doute s'endetter, et d'autres non. Je pense qu'il faudrait faire un pourcentage par rapport au club, par rapport aux recettes du club. Je serais beaucoup plus cohérent. Je te rejoins sur ça, Chris, et je rebondis. En donnant 45 millions, effectivement, de largesse, est-ce que ça n'a pas un danger de voir des petits clubs? On France, on peut pas le faire. Voilà. On peut pas le faire en France, de toute façon, sinon on descend direct en CFA, donc ça c'est même pas possible en France, on est clair et net. Par contre, on peut le faire en Angleterre, on peut le faire en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, partout en Europe, on peut le faire sauf en France. Le danger, c'est pas de voir justement des clubs comme West Ham, des clubs comme Fulham ou autres, s'endetter à 45 millions volontairement pour être concurrentiels sur le plan national et toucher la Coupe d'Europe, et au final, ne pas être capable dans les 10 ans d'éponger leurs dettes. Je comprends la crainte, bien sûr, je la partage avec toi. Maintenant, je pense qu'il faudra faire, et c'est là où je rejoins peut-être pas trop non plus la vie de Chris, décidément, on est en total désaccord les uns et les autres aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut vraiment faire ça par palier, parce qu'on ne peut pas demander dans 3 ans d'un club d'épurer toutes ses dettes et d'éponger toutes ses dettes, c'est impossible, parce que là, je veux dire, personne ne le fera, et donc ce sera pire parce qu'il y aura rien qui se fera, ou alors on demande lentement mais sûrement de le faire progressivement pour ne pas, entre guillemets, pour trouver une bonne volonté, pour ne pas froisser les clubs, pour qu'ils le fassent concrètement. Donc là, je pense qu'il faut faire par paliers successifs. Et c'est vrai qu'un club qui voudrait s'endetter pour 45 millions parce qu'il serait obligé par rapport aux autres qu'il le ferait aussi, il y aurait la course aux 45 millions quelque part. Mais l'année d'après, ce serait peut-être que 40, puis 35, etc. Et donc là, bon, au bout du bout, la sortie du tunnel, elle se fera que là, on est, je sais pas si on va tous être d'accord, mais sortir de ce bout du tunnel-là, ça prendra au moins 10 ans. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, en sachant en plus, attends, juste Chris, une seconde, si tu me permets, en sachant effectivement qu'il y a aussi des clauses normalement, donc au niveau de l'UEFA par rapport à ces déficits, on est bien d'accord, mais que le système effectivement des clubs n'est pas le même politiquement, administrativement et légalement en Espagne qu'ailleurs en Europe. En Espagne, ce sont pas des présidents de clubs ou des actionnaires ou autres, ce sont les socios qui sont présidents des clubs, qui sont actionnaires. Et j'allais dire autre chose aussi, parce que tout à l'heure vous m'avez dit, j'aurais pu rebondir en y repensant, et vous avez dit tout à l'heure, oui, mais il ne pourra pas influencer sur les championnats nationaux. On est totalement d'accord, c'est pour ça qu'ils devront faire en concertation avec la Ligue. Maintenant, quand il se passe dans les ligues nationales, en Belgique, en France, peu importe, en Ligue 1, en Ligue 2, peu importe, on est d'accord, on parle du calcio, de la première ligue. Bien sûr, on parle de ils ont toujours une menace suprême. C'est l'exclusion de l'équipe nationale. Et ça, là, c'est quand même la menace suprême. Ça c'est pareil. Si, mais non, mais arrête, on déconne. Comment tu veux qu'ils excluent l'Angleterre ou l'Espagne ou le Portugal ou la France, une compétition, même l'Italie? Mais oui, mais le problème c'est, ils vont faire quoi? Et si t'excluais l'Italie ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une ligue annexe, elle va faire jouer. C'est pas une question de ligue annexe, mais au niveau déjà des contrats de sponsoring, au niveau de plein de choses. Il faudrait être carré pour exclure une sélection nationale de l'Ouest européen, honnêtement. Ce serait carrément impossible, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tom, justement, comme on l'a vu déjà. Parce qu'en fait, si ça se serait passé comme ça, Chris, comme tu le dis, je pense qu'il l'aurait fait cette année à cause des problèmes, justement, avec ces problèmes de corruption. Voilà. Juste avant, messieurs, juste pour appuyer ce que disait Chris tout à l'heure, au niveau des sanctions, il faut savoir que si un club fait l'effort et si l'UEFA voit qu'ils font des efforts pour justement que la dette se réduise, mais bon, qu'il y a toujours un gros déficit, ils les laisseront tranquilles. Attention, ils les laisseront tranquilles. C'est subjectif, il faut arrêter. Si par exemple... C'est arbitraire, on a raison, c'est arbitraire. Non, mais voilà. C'est quoi les critères? Alors, eux ont percé 3 millions, bon bah eux c'est bien. Eux ont baissé d'1 million, ah c'est moins bien. Eux c'est un gros club, ouais, 10 millions, c'est bien. Les critères pourraient être bizarres par rapport, notamment, comme on l'avait dit, avec une sorte de pourcentage. Voilà, moi je suis d'accord sur un pourcentage, on est tout à fait d'accord. Et là, donc, ça pourrait se faire. Là Thomas, Chris, pardon, il peut avoir raison, c'est que ça pourrait potentiellement se faire, là on est d'accord, Chris. Sur un pourcentage.
Ouais. Oui. Non, mais moi, je voulais juste appuyer sur le choix. Après, moi, je suis pour ou contre. Enfin, là, pour l'instant, je me suis pas vraiment décidé. Mais non, je rigole. Mais j'ai pas vraiment dit mon truc. Bon, enfin, sur les sanctions, je pense qu'on a été complet. Moi, je veux passer sur le deuxième point, sur les dépenses. C'est-à-dire qu'un club qui gagne 100 millions d'euros peut dépenser que 100 millions d'euros. C'est-à-dire un club anglais pourront dépenser plus parce que les droits TV sont plus importants en Angleterre. Et c'est pareil, c'est un camouflet, c'est le championnat Oui, le plus visionné au monde. Oui, mais d'accord. Alors, mais justement, donc il y aura tout automatiquement ce fair play qui disent une égalité entre tous les clubs, une égalité financière, certes, mais pas une égalité cohérente. Ça veut dire que la Ligue 1 sera plus pauvre. Ça veut dire qu'en Belgique, ils seront plus pauvres parce que c'est moi. Regardez, je sais. Non. C'est pas vrai. L'Angleterre, ça va être plus riche parce que les droits TV sont énormes, il y a plus de monde qui rentre dans les stades, les billets sont plus importants. Après, on passera en Italie, où il y a un peu moins de monde, mais il y a toujours une sacrée masse. Non, mais eux, c'est pas le problème, parce que eux, au pire, ils auront les paris truqués. Non, mais il faut rester dans le débat. Chris, je suis pas du tout d'accord. Je crois qu'on a compris où tu veux en venir, mais je suis pas du tout d'accord parce que actuellement, moi non plus. C'est que les grands clubs, les grands championnats, pardon, les clubs sont tous endettés. Et la différence maintenant, elle va forcément se réduire. On peut pas le nier. Je veux dire, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, ils sont tous surendettés, ou à peu près tous. Et si on leur demande de ne plus s'endetter, forcément, c'est inéluctable. Sur le plan sportif, ça va se referrer entre ceux qui jouent le jeu et ceux qui devront jouer le jeu. Donc ça, vraiment, évidemment, Chris, là je comprends, tu veux nous amener sur une forme d'égalité, et je crois que c'est pas le but. Évidemment, tu auras toujours des grands championnats et des petits championnats. Le but, c'est pas que le championnat de Saint-Marin soit le plus grand championnat européen, c'est pas ça la question. La question, c'est de partir sur des bases saines, tous ensemble. Évidemment, il y aura une discrimination. Un club anglais gagnera forcément plus de sponsoring et gagnera forcément plus de droits télé qu'un club belge ou français. Ça, évidemment, on est totalement d'accord. Mais je crois que les clubs des championnats qui jouent le jeu auront beaucoup plus d'armes et pourront plus se défendre. Parce que le vrai problème actuellement, c'est que c'est pas que les clubs anglais gagnent plus d'argent de sponsoring, etc. C'est qu'ils s'endettent sans raison. Et moi, je voudrais qu'on en parle aussi après. Il y aura un autre problème, c'est que si on fait ça, il faudra surveiller aussi les argents et il faudra surveiller les comptes bancaires des clubs, parce qu'on pourra toujours dire à ce moment-là, s'il y a un généreux mécène dans le club, c'est pas grave, on éponge à chaque fois et on passe à côté. Et ça, c'est justement, par rapport à ça, je veux rebondir là-dessus. Ça veut dire que les Qataris, certes, n'auront plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'un Qatari, actuellement, à Manchester United, chaque année. Et pourquoi pas, Chris? Et pourquoi pas, ils ont plus de pouvoir, tant mieux, non? Je veux dire, je sais pas oui. Non mais chaque année, la dette est, je pense, assez impressionnante aussi. C'est-à-dire qu'à Manchester United, la dette est de 80 millions à chaque fin d'année, et chaque année, le club, donc l'actionnaire principal, remet 80 millions d'euros pour retomber à zéro. Donc, en fait, les Qataris n'auront plus de pouvoir. Oui, si on interdit l'argent occulte d'un mécène, si on interdit à un tiers ou à un particulier de donner une somme, on pourrait limiter ça, c'est tout à fait possible législativement, légalement, tout à fait possible de dire, on interdit à un tiers, qu'il soit président, qu'il soit membre ou non de ce club, d'offrir une somme généreuse. Ça se fait en politique. Ça se fait en politique, on a trouvé des accords internationaux comme ça. C'est pareil, c'est bidon aussi. Enfin, les Qataris, la plupart, ils sont de la même famille. C'est sportive, hein, Thomas. Et ça se fait en politique notamment, oui, où un particulier peut pas donner 40 millions d'euros à un parti politique, on peut faire ça. Là, qui est en train de dire effectivement que la personne donatrice ne soit pas dans le club, ou effectivement ne soit pas forcément... Peu importe, c'est un donateur, qu'il soit un tiers... Voilà, on est d'accord. Mais là, si on parle des Qataris, notamment on peut parler de Manchester City, du PSG, de Malaga, puisqu'effectivement eux sont gérés par des Qataris. Rien n'empêche un ami du prince du Qatar, effectivement, ou autre, de donner de l'argent au club. Ah, mais ou même éventuellement, tu vois, un truc encore un peu plus... gens président ou quoi que ce soit. Même... Évidemment, les grands clubs vont crier à l'ingérence en disant on n'a plus le droit de gérer nous-mêmes nos clubs. Ben, c'est la règle. Hein. Il y a même encore... On fait ça en politique, personne ne s'en plaint. Hein. Non, mais ça va pas être possible. On peut le dégager très facilement. Rien n'empêche après ton propriétaire fortuné de donner de l'argent, entre guillemets, à un tiers, et que ce tiers la reverse après au club. Ça change rien. C'est la même chose. Ça va être impossible. Il y a un sponsoring, par exemple, s'il y a un sponsoring, c'est possible. Ben, à ce moment-là, on verrait bien. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, donc, voilà, il va y avoir des divergences. Donc, ben oui, c'est ça, le président appelle son beau-frère et lui dit, tiens, on mettra ton sponsor sur le maillot et tu me donnes 200 millions d'euros. Mais évidemment, là, ce serait évidemment surveillé et ce serait encadré. Donc, moi, je pense que évidemment, il y a toujours possibilité de passer entre les mailles du filet, mais il y a moyen de serrer la vis à ce niveau-là, Thomas. Je pense que vraiment, c'est possible à faire, en tout cas. Je suis sceptique.
Mais alors, moi j'ai envie de rebondir là-dessus, j'ai envie de rebondir sur Manchester City. Comment peut-on arriver à 227 millions d'euros de dette? Bah, pour eux, c'est très facile, clairement. Avec 60 joueurs professionnels dans l'effectif, c'est normal. Et voilà, donc c'est des joueurs surpayés, je crois que Vincent Kompany, d'ailleurs, je l'ai vu il y a quelques semaines, le joueur le mieux payé du groupe. Et si je ne dis pas de bêtises, qu'il est désormais le joueur le plus payé d'Angleterre. Alors, moi, j'aime beaucoup Vincent Kompany, mais est-ce qu'il mérite d'être c'est peut-être le meilleur défenseur de première ligue, mais est-ce qu'il mérite d'être le footballeur le mieux payé d'Angleterre? Enfin, je sais pas. Alors, moi, j'aimerais juste apporter une précision aussi, messieurs, par rapport au football anglais, puisque là, on parle du football anglais. Là, on dit effectivement que les Anglais ont des dépenses énormes, mais ils ont aussi des effectifs énormes pour la plupart des clubs, avec entre 30 et 60 pros dans le club. Et 60, c'est Manchester City dans la palme. Il y a maintenant une nouvelle règle en Angleterre qui impose que dans les 2 ans, les effectifs pros soient réduits à 30 joueurs, voire un tout petit peu moins de mémoire. Professionnels. Très bien. Et déjà. Donc, ça sera divisé par 2. Et là, forcément, il y aura une économie qui sera faite. Donc déjà, mais vous voyez qu'il y a des solutions à faire. Je dirais que même en interne, c'est des solutions totalement prenables. Et je crois même que si l'UEFA et la FIFA se mettent d'accord et arrivent, parce qu'ils se mettent souvent d'accord quand ça les arrange, vous avez bien remarqué ça, et arrivent à dire attention fédération, nous on peut vous donner de l'argent, etc. Bon, à la limite, on pourrait imaginer ça, c'est que l'UEFA et la FIFA donnent plus d'argent aux nations qui jouent le jeu. Et donc les ligues auraient intérêt à serrer la vis dans leur propre pays quelque part. Donc je veux dire, on peut inventer plein de choses pour vraiment réaliser ça. Les pays qui jouent le jeu, les fédérations gagnent beaucoup plus d'argent, et croyez-moi ou non d'ailleurs, qu'ils joueraient beaucoup plus le jeu et serreraient la vis. Donc par exemple, cette mesure va vraiment dans le bon sens, c'est évident. Et cette mesure, elle a été prise pourquoi? Parce que justement, il y a eu des idées là. Maintenant, c'est vrai, on parle de l'Angleterre. Il faut aller voir aussi ce qui se passe au Portugal. Je pense que c'est la situation la plus dramatique. Et le fair play financier risquerait de faire vraiment tomber la Superliga. Il faut bien être d'accord par rapport à ça, parce que vraiment, au Portugal, on vante sur le plan sportif les mérites du football portugais, et on a totalement raison de le faire. Et sur le plan extra-sportif, c'est vraiment pas beau à voir du tout. Hein. D'ailleurs, comme on a nous le disait il y a pas longtemps, quand c'était dans l'émission en tant qu'invité, c'est qu'économiquement, aux Pays-Bas, c'est dramatique. Alors, moi, je vais rebondir juste sur une chose, Chris, après pour enchaîner. Après, on va pouvoir enchaîner. Là, clairement, on parle d'une DNCG européenne, donc qui veut qu'à la fin de la saison, les comptes soient entre guillemets à 0, voire positifs, à la fin de la saison. La DNCG en France, elle est un peu plus souple hein, à ce niveau-là déjà. Elle ne demande pas forcément qu'on soit à 0, mais qu'il y ait quand même un minimum entre guillemets d'honnêteté dans la défaillance. Là, clairement, quand on voit que Lyon, par exemple, pour ne citer que, et Marseille, bon, ils ont 30 millions de dettes, c'est encore pire. Quand on voit que Lyon et Marseille sont encore 4 ans après en train de payer les transferts de Lisandro et Lucho, alors que Lucho il est reparti entre-temps donc à Porto, clairement, ils mettent 3 ans, 4 ans à payer un salaire, donc c'est faire un transfert qui est échelonné sur 3 à 4 ans. Comment ces clubs-là peuvent, à la fin de l'année, alors qu'ils n'arrivent même pas à payer un transfert en une seule fois, comment ils peuvent, à la fin d'une année, d'un cycle, d'une saison, être positifs? C'est impossible. Et on parle des plus grands clubs de France. C'est parce qu'il n'y a pas de limitation dans le temps. Et je crois que c'est vraiment ça le vrai problème. J'ai l'exemple aussi de nombreux clubs belges qui ont été floués par des clubs portugais et espagnols. J'ai quelques exemples, évidemment, maintenant ils ne me reviennent plus en tête. Et c'est des clubs qui avaient, il y avait Parreiro, je sais pas si vous vous souvenez, un défenseur argentin, oui. Nicolas Parreiro qui joue en Anderlecht. Et là, il a fallu 5 ans au club espagnol auquel il avait été pour qu'il paye en Anderlecht. Donc là, c'était vraiment, et c'était pas du tout prévu dans le contrat, et la fédération espagnole n'avait pas du tout sanctionné le club. Donc on voit qu'il y a des déficits et des défaillances, et même quand je dirais que c'est contractuel, et quand il y a un mépris du contrat signé, je crois que parfois il y a même des sanctions qui n'y vont pas. Donc à la limite, là Thomas, tu poses un vrai problème, parce qu'à la limite, si on le fait, si on l'inscrit au niveau législatif, au niveau de la loi, et si c'est pas sanctionné derrière, s'il n'y a pas de sanction, ben ça bougera pas. Donc là vraiment, il faut remuer un peu le cocotier. Et moi je crois que déjà l'idée d'en parler, l'idée d'évoquer ça, ben, ça peut un petit peu secouer le cocotier, et je trouve que c'est pas mauvais. J'ai un exemple qui me vient d'ailleurs qui me revient en tête là à l'instant dont tu parles d'Anderlecht. Il y a même exemple effectivement à Bordeaux avec Miranda qui avait signé en 2001 à Bordeaux, qui venait du Brésil. Aujourd'hui Bordeaux a les huissiers aux fesses, je parle aujourd'hui, il y a 5 ans, aujourd'hui donc 10 ans après, pour payer ce transfert qu'ils ont toujours pas payé au club brésilien. Et c'est à peine 1,5 million d'euros, 1,5 million d'euros, 2 millions d'euros. Et Bordeaux n'a pas les moyens aujourd'hui de payer ce joueur qu'ils ont il y a 10 ans. Et ça pose véritablement un problème. Et c'était Nicolas Parreira, pas Parreiro. Donc petite précision. J'avais compris mon cher Chris. Non mais j'ai essayé de mettre un nom sur son visage et je l'ai trouvé.
Donc, mais ça pose un vrai problème, parce qu'on a toujours tendance à penser que ça vient du Portugal, de l'Espagne, etc. Mais on voit que les clubs français, j'ignorais que Thomas, tu m'apprends vraiment quelque chose ce soir, c'est que j'ignorais que même les clubs français avaient des retards aussi conséquents et aussi abyssaux. Hallucinant. Est-ce qu'on peut pas voir effectivement une cause plus profonde et plus ancienne justement à ces dettes? Parce que là, effectivement, depuis quelque temps, il y a une surenchère au niveau des transferts. Il y a 10 ans, un transfert à 1 million d'euros, enfin, je vais dire une connerie, hein, honnêtement, à 100 millions de francs, pardon, c'était un transfert énorme déjà pour la France. 100 millions de francs à l'époque. Donc, ça fait 25, 30 millions, ça fait 15 millions, ça fait rien, 15 millions. Aujourd'hui, c'est rien du tout. Est-ce qu'on peut pas voir effectivement que depuis il y a une surenchère, pas mal, quand même. 15 millions en France, maintenant on est à 20 assez aisément. Quand tu vas Gignac qui est à 20, Rémi est à 20, non, faut arrêter. À l'époque, c'était des records quasiment. Et des records à l'époque, clairement. Est-ce qu'on peut pas voir effectivement notamment un souci lié à l'arrêt Bosman, par exemple, qui effectivement a ouvert les frontières et qui a engendré une surenchère d'internationaux partout aux 4 coins du monde, 4 coins de l'Europe, une surenchère des salaires, une surenchère des transferts. Et au final, de surenchère en surenchère, on en a fini à une faillite du football européen. Mais je pense que vraiment, il y a un lien. Oui, ça en fait partie. Mais le plus inquiétant, c'est que, et tu le dis, c'est que véritablement la courbe, elle explose de plus en plus. Si bien que là, on se dit à un moment donné, moi je me suis dit, avant qu'on parle de fair play financier, je suis toujours quelqu'un d'optimiste de nature, et je me suis dit à un moment donné, le cycle naturel va stopper, va s'arrêter, mais à un moment donné, on ne voyait pas le bout du tunnel. C'est vrai qu'il y a eu le record avec Cristiano Ronaldo. Et il n'est pas fini. On passera plus au-dessus. Mais on passera peut-être plus au-dessus. Et finalement, au Paris Saint-Germain, ces derniers mois, on évoque des transferts qui sont mais hallucinants, mais indécents, quoi. Vraiment. Mais attendez, alors, moi j'aimerais revenir juste avant, attends, je veux juste réagir par rapport à ça, mais si ça va se passer, de toute façon, c'est un peu financé et va être mis en place dans tous les cas, ça veut dire que les joueurs ne pourront plus être payés autant qu'ils seront payés, il y aura les transferts seront moindres automatiquement, donc il va y avoir une baisse sûre et certain. Si ce fair play financier se met en place automatiquement, ça va être automatique, à moins que les clubs ne le respectent pas du tout. Ça sera autre chose, mais ça va se mettre, si ça se met en place, automatiquement, ça va créer quelque chose. Alors, moi, voyons des petites infos, parce qu'effectivement, je vais sortir mon info quand même, parce qu'elle m'a scandalisé quand je l'ai vue. Est-ce que vous connaissez la clause libératoire de Cristiano Ronaldo? Question. Je connais pas, moi. 1 milliard, je crois. Elle est d'1 milliard d'euros. Il y a tout à fait, très bonne mémoire. En sachant que, ces derniers jours, le Milan AC a ouvert son capital et qu'un émir a décidé d'investir dans le Milan AC. Il était prêt, il est prêt à acquérir Cristiano Ronaldo, quel que soit son prix, quitte à payer sa clause libératoire pour qu'il vienne jouer au Milan AC dans les 2 prochaines années. Donc là, on parle d'un transfert à 1 milliard d'euros. Non, mais le Milan AC ne pourra pas, c'est ça. Non, l'émir veut payer et offrir ce joueur au Milan. Ah ben, là, je pense que si ça se fait... Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Si ça se fait, déjà, est-ce que Cristiano Ronaldo sportivement voudra aller... Maintenant, je suppose qu'ils mettent 1 milliard, Cristiano Ronaldo exige un salaire exponentiel. Ça va se faire. Quand tu vois que maintenant, c'est risible ce que je vais vous dire, mais pourtant c'est réel. Les clubs comme Anzi Manchakara, au fin fond de la Russie, la Sibérie, est capable de payer des joueurs 20-30 millions, que Shanghai Shenhua en Chine est en train de faire. Oui, mais c'est des joueurs en déclin, attention Tom. C'est des joueurs en déclin, et Tao, il a à peine 30 mois. Pardon, mais c'est très important ce que tu as dit. Si tu as parlé de la Russie, jusqu'à preuve du contraire, elle était, depuis quelques années, comme Israël d'ailleurs, et comme la Suisse, elle est instaurée, entre guillemets, dans les compétitions européennes. On a trouvé un consensus par rapport à cela. Mais là, tu parles de la Chine. Et moi, je pense qu'il faut aussi se méfier de quelque chose, c'est que si le fair play financier est instauré, et ça, ce serait peut-être un problème, c'est que s'il est instauré en Europe, c'est que les meilleurs joueurs seraient peut-être tentés d'aller en Chine, en Amérique du Sud peut-être pas, mais en Chine. J'allais y penser à l'Amérique du Sud, dans des pays émergents où des mécènes là-bas, il n'y aurait pas aucun contrôle et ils attireraient chez eux les meilleurs joueurs du monde. Donc là, pourrait peut-être avoir justement une perte en termes de qualité de joueurs. En même temps, je me dis d'une certaine manière, je fais un peu mon propre avocat du diable, parce que si ces joueurs partent à l'étranger pour être, et alors qu'ils sont encore jeunes, et s'ils partent à l'étranger pour gagner du pognon, je pense que voilà, c'est peut-être pas les joueurs qui nous montreront le plus. On l'a vu en Turquie et en Grèce, ceux qui sont partis dans les 3-4 dernières années sont revenus là qui entre les jambes, mais maintenant c'est parce que ils ont pris, c'est ça, ils prennent le fric et après ils reviennent. Est-ce que le meilleur système là-dessus ne serait pas celui de la MLS avec un top player, donc un joueur effectivement par équipe avec un salaire conséquent, et après le reste avec des salaires plafonnés? Ça passera jamais. Le problème c'est que ça passera jamais. C'est parce que c'est dans une seule fédération que c'est fait comme ça. Ça marche très bien en MLS.
Mais ça marche très bien en MLS, je dis pas le contraire, mais c'est mis dans une seule imbrication, dans une seule implantation. C'est la seule fédération américaine qui fait ça. Est-ce que c'est pas le meilleur système finalement? D'un côté, à voir comme ça, on a envie de dire oui. C'est le meilleur système, c'est le meilleur compromis. C'est-à-dire, moi je pense que c'est le compromis, je l'avais dit tout à l'heure, avec les terres de points, etc., avec des menaces sur les fédérations, avec payer les fédérations qui jouent le jeu, sanctionner sportivement et financièrement les fédérations qui jouent pas le jeu, avec des sanctions possibles sur les équipes nationales. Vous me dites ce que vous voulez, mais moi, si on sanctionne une fois une grande nation parce que vraiment là, elle joue pas le jeu, on le fait pour des choses beaucoup moins graves, comme des petits incidents qui ne causent pas de mort dans des stades avec les supporters. Genre des fumigènes, etc. On menace des clubs d'exclusion européens, alors qu'il n'y a pas de mort, etc. C'est des choses très graves, hein, il n'y a pas de mort, etc. Donc c'est pas des choses qui seraient susceptibles pour moi d'entraîner. Donc on menace des pays pour moins que ça. Je pense que c'est tout à fait possible et en tout cas il faudra de la bonne volonté. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va voir dans quelques mois et dans quelques années si ce qu'ils sont en train de nous faire, si c'est pas du blabla et pardon de le dire, mais de la branlette intellectuelle, ou si vraiment il y a une volonté. Ou si vraiment il y a une volonté. Et s'il y a une volonté, ils y arriveront, je suis certain de ça. Et aujourd'hui, l'UEFA, elle a peur, clairement. Ça fait des années qu'elle est menacée par les plus grands clubs européens qui veulent créer une Super Ligue européenne, donc un championnat fermé sur le système de la NBA. Donc l'UEFA, elle a peur de ce système. Ça fait des années qu'elle arrive, entre guillemets, à l'esquiver. Si maintenant elle s'attaque directement en front line à ces clubs-là, il y a fort à parier que dans les 10 ans, cette ligue elle va exister et que ça va tuer les championnats nationaux. Clairement. Oui, non mais ouais, je pense aussi, mais alors juste avant, messieurs, donc là on a évoqué avec Tom, c'est très bien les solutions. Qu'est-ce qu'il va avoir comme retombée? Moi je pense qu'en retombée en Ligue 1 concrètement, ça va être le prix de la Ligue 1, c'est-à-dire que automatiquement ça va être plus cher. Il va y avoir des prix des places qui vont être plus chers. Ils vont essayer de grappiller de l'argent au maximum pour avoir un gros portefeuille pour recruter au maximum. Donc automatiquement, ça va être simple. Ils vont prendre le maximum d'argent qu'ils peuvent. Donc automatiquement, les supporters vont prendre automatiquement le prix des places. Je suis fermement contre ton avis parce que je pense que si tu veux la billetterie c'est assez particulier parce que il faut trouver un bon mix si tu veux augmenter. Le problème c'est que si tu augmentes trop il n'y aura plus personne. Donc si tu augmentes trop et qu'il n'y a personne, bah, tu perds de l'argent. Donc il faut trouver un équilibre. Tu peux jamais trop augmenter dans un stade. Et on l'a vu des grands clubs qui sont attelés. En dernier que j'avais fait l'erreur il y a 10 ans à peu près, je me souviens, j'avais augmenté je pense à peu près de 50% de billets. Un résultat, ils avaient à peu près 26 000 abonnés par an et là ils étaient redescendus à 16-17 000. Donc le problème, c'est qu'ils n'étaient pas du tout gagnants, et t'as moins de supporters, et t'as de la gronde. Donc là, non, je suis pas sûr de ça. Moi, je suis pas de ton avis, Chris, parce que effectivement, par curiosité journalistique, j'ai contrôlé, enfin, j'ai suivi, regardé attentivement. Alors, je vais faire plaisir à Xavier et Stan ce soir et à tous les supporters parisiens, mais j'ai suivi un petit peu donc la billetterie parisienne. Ah, mais c'est pour ça au PSG. Et le prix des abonnements. Clairement, les abonnements cette année ont explosé. Là, ils sont en train d'exploser les abonnements. En termes de coût. Si les supporters payent, c'est que, pardon, mais je vais me faire quelques amis ce soir, mais c'est qu'ils sont un peu idiots, quoi. Je veux dire, oui. Moi, je suis fan de deux clubs et je suis abonné à parfois une saison aux deux, parfois, comme cette saison-ci, j'étais abonné qu'à un des clubs, ça dépend des finances. Et si un des clubs fait une augmentation comme ça, mais pardon, ce sera sans moi. Je vais être un abonné. Et d'ailleurs, on a vu des causes aussi pour lesquelles les supporters de Paris Saint-Germain, les historiques, ne vont plus au stade. Donc c'est tout à fait une cause possible. Et donc en général, quand les augmentations de stade, les augmentations de billetterie, ça se passe très mal dans les clubs. Hein. Juste pour en finir, Chris, 2 secondes avec Paris Saint-Germain, pour en faire mon explication, les abonnements ont explosé en termes de coûts. L'année dernière, à Paris, il y avait 16 000 abonnés. Là, en quelques jours, ils sont déjà à plus de 15 000. Ah oui, mais bon, c'est l'attrait. Ils ont fait autant d'abonnés en quelques jours que sur toute l'année dernière, avec un abonnement qui est nettement supérieur à d'habitude. C'est le pari glamour, le pari argent, automatiquement tout le monde a envie d'y aller. Donc c'est un peu tout ça qui s'est mis en avant. Il y a un peu moins de violence, donc automatiquement les familles y vont. Et même qui fait faire, ils y vont. Et juste un petit mot, c'est que ce ne sont pas les semaines supporters, c'est un cas très particulier. Oui, voilà. Qui arrivent, ceux qui vont voir des comédies. Je pense qu'on sort un peu, je pense qu'on sort un peu du débat, mais bon, au niveau des prix des places, on y était. Bon, très bien, messieurs. On va conclure là-dessus. Chacun une petite conclusion assez rapide. Thomas, ta conclusion sur le fair play financier, pour ou contre? On a bien entendu que tu étais un peu contre. Pour moi, c'est carrément un gros camouflet. Honnêtement, c'est utopique à souhait.
ça c'est surtout avant tout politique. Ok, c'est sur le principe, c'est sympa, hein. Honnêtement, je trouve ça sympa. Ils sont branlés la tête pendant des semaines pour nous pondre ça. Franchement, je suis super content pour eux. Quand je vois les problèmes qu'il y a dans le foot aujourd'hui, au-delà de l'économie, déjà sur l'aspect sportif, sur les licenciés, sur les clubs amateurs, sur les clubs pros, sur les arbitres, sur la vidéo et autres, je pense qu'il y a autre chose à foutre sérieux que de s'occuper de ça. Mais après, c'est que mon avis. Chris? Moi, je pense que tout se tient. Et tu disais c'est un problème politique, mais c'est pas un problème politique. La politique dans le sens noble, c'est justement essayer d'améliorer les choses. C'est ça le sens. Alors évidemment, est-ce que tu entends politique avec un petit ou un grand P, c'est la question. Moi, je pense tout petit P. Hein. Ah ben voilà, oui, c'est pour ça, parce que dans le sens politique, c'est pas du tout infamant. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose. Je pense que tout se tient, comme je l'ai dit. C'est tout à fait possible de le faire. Je l'ai dit pourquoi. On peut menacer les fédérations sans leur mettre la corde autour du cou, mais en favorisant. Voilà, je pense que c'est des primes à ceux qui jouent le jeu. En France, ça pourrait être bien. Ça pourrait vraiment redynamiser, tout en respectant les grands championnats, tout en disant aux grands championnats, vous resterez les grands championnats, pas de panique. Et ça respectera aussi ceux qui jouent le jeu. Je pense que ça pourrait aussi faire un bien fou au niveau du football français. Et après, tout s'entraîne. Je pense qu'il y aura plus d'affluence. Et si la France se porte bien au niveau européen, ça va forcément, c'est le cycle de la vie. Tout se tiendra. Il y aura forcément plus d'argent sur les transferts. Il y aura toujours plus de spectateurs, etc. Donc, je pense que c'est possible à faire. Je pense que ce serait une très bonne chose. Ce serait un très bon signal. Évidemment, il ne faut pas être dans la caricature. Il faut être dans la sanction mesurée. C'est-à-dire qu'ils sont sanctionnés aussi sur le plan sportif et pas que sur le plan financier. Et moi, je suis absolument pour. Là, moi, mon inquiétude, c'est pas par rapport à ce plan-là qu'il faut évidemment moduler. Et je pense qu'il y a des trucs à changer dans ce plan-là. Mais l'idée, je l'adhère à 1000%. Mais j'ai peur, moi, c'est que tout ça, c'est qu'un discours de façade. C'est comme l'arbitrage vidéo. Mais si c'est pas un discours de façade, eh ben, franchement, moi, je les applaudirais, qu'ils soient incompétents ou non, et qu'ils ont fait du football professionnel ou qu'ils n'aient jamais touché le cuir de leur vie. Ça me dérange pas du tout, tant qu'ils ont des bonnes idées. Très bien, messieurs, très bon débat, j'ai envie de dire, et puis on va passer juste après ça, au transfert, juste après ça. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Ici Ludovic Joly. Ici Wagnu Eloi. Ici Franck Signorino. Ici Amélie Fabriès. Ici Galtier Jordan. Ici Badiane Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle foot. Je l'écoute sur RTS Radio. Et oui, de retour dans l'émission quand on aime le foot. On parle foot dernière mi-temps, on va dire ça comme ça, la troisième mi-temps et la dernière. J'aime la troisième mi-temps. Ouais, on aime tous la troisième mi-temps. Avec les infos d'Erwan, des transferts. Donc on va commencer. Je vais commencer, puis après Tom, toi t'enchaîneras sur des infos que je peut-être pas. Tu me coupes, n'hésite pas. Ah, avec plaisir. On va commencer en France avec un espoir français, Riccardo Fati, qui s'est engagé avec Ajaccio, qui était avec un club grec. Il ne percevait plus de salaire, donc il est parti libre et est parti à Ajaccio. Riccardo Fati, espoir, 25 ans. Et à l'Aris Salonique, pour information. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce départ, de cette revenue en France, Riccardo Fati? Moi, ça correspond à ce que je disais mot pour mot il y a environ 5 minutes, à savoir que tous ceux qui sont partis en Grèce, en Turquie, maintenant sont en train de pleurer et reviennent en France, quoi. Voilà, on voit que l'argent, c'est le bonheur. Juste espoir 25 ans. Oui, là-dessus, par contre, je suis pas trop d'accord non plus, mais... Non, il était espoir, il était dit espoir. Il y en avait beaucoup des espoirs en France. Hein. Voilà, ancien international espoir français. Ils aiment bien dire ça, enfin, moi je le redis, j'aime bien. Allez, on va dire maintenant les U20. C'est ouais, voilà. Néné pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été car Leonardo refuse de prolonger son contrat. Et actuellement, Serra a quitté le Paris Saint-Germain en résiliant son contrat. Donc voilà, les infos du Paris Saint-Germain, comme d'hab, je pense qu'on va en avoir tout l'été, donc ça alors, commence... juste quand même au PSG, il faut quand même aussi parler de ce qui se fait par contre, hein, donc à savoir qu'Eskiel Lavezzi, lui, arrive, hein, il devrait signer dans les prochains jours. Le marché de toute façon ouvre ce soir à minuit, donc à mon avis dans les 48 heures il va signer. Pareil pour Thiago Silva, Galliani est actuellement donc à Paris avec Leonardo au Parc des Princes, il était toute la journée au parc pour discuter avec Leonardo de Thiago Silva. Le joueur est d'accord, tout le monde est d'accord. Pardon? J'avais dit Silva, c'est vraiment, c'est là où ça va être une équipe sur le plan sportif. Peut-être qu'ils n'auront pas des automatismes, mais ce sont des super joueurs. Hein. Ah, Thiago Silva, quand même, il va devenir le joueur le plus cher du championnat de France. On parle d'un transfert entre 44 et 50 millions d'euros bonus inclus.
Ah bah c'est surcoté, bien sûr. Ouais, surcoté. Ouais. Ah, bien sûr que c'est surcoté, mais de toute façon, pour faire du PSG, il faut bien vous le dire, ils sont tous surcotés. Ouais, voilà. Et Tout le monde tout à l'heure, c'est une faire surenchère. du pognon, donc les autres clubs les lâcheront avec un peu plus de difficulté. Et même, c'est une surenchère. Thiago Silva annoncé partant, forcément, tout le monde s'est projeté sur lui. Barcelone les premiers. Il vaut 25-30 millions, mais pas... 50 millions, mais tout le monde s'est projeté sur lui. C'est une surenchère, c'est tout. Clairement. Tu mets 40 millions sur le meilleur défenseur au monde, tu mets ça sur Piqué ou sur Compagnie, mais tu mets pas ça sur Thiago Silva, quoi. Ah bah, non. Clairement. On va enchaîner sur les infos suivantes. Sylvain Whitord qui raccroche définitivement. 38 ans quand même, hein, un très beau parcours à Rennes, passé à Bordeaux, champion de France avec Bordeaux en 1999. En 2000 avec l'Euro avec l'équipe de France. Arsenal, j'en passe des meilleurs. Marseille. Après, il y a eu, Marseille. Bon, après là, ça a été un peu les hits de sa carrière, Marseille, Metz. Oh, des petits. Oui, c'était petit. C'était quand même des hits. Créteil. Voilà. Aussi, je pense, mais je me souviens plus quel match, mais un but monstrueux. La finale dans les arrêts de jeu légalisés. J'avais peur de dire une connerie, mais c'était ça. Tout à fait. France-Italie en Euro 2000. La lucarne. On y tire, La lucarne, non. Lui, c'est pas la lucarne. C'est entrée de la surface, côté gauche, frappe à terre, sous le bras de Buffon. Il était blessé, le gardien italien, je crois. Il y a une histoire. Avec Trezeguet. Je suis pas français, désolé les gars, mais je m'en suis souvenu quand même. Ah, c'est bien. En même temps, c'était une finale qui était en Belgique, hein, pour information. La finale, je crois qu'elle était aux Pays-Bas. C'est quand même la Belgique qui organisait l'Euro avec les Pays-Bas, pardon. Exactement. Vous énervez pas comme ça, là, juste pour les Pays-Bas ou la Belgique, c'est la même chose, non? Bon, enfin, c'est pas grave. Non, je rigole. Moi, j'aimerais réagir, juste dire merci Nino Wiltorn, parce que honnêtement, il a fait une super carrière. Un super joueur, un super mec qui s'est jamais pris la tête, qui a tout accepté, qui a accepté d'être remplaçant malgré son statut international, qui a accepté plein de choses. Et honnêtement, merci Nino, merci, parce que c'était beaucoup d'émotions devant ses buts, devant ses matchs, devant sa simplicité. Et c'est un joueur qui va manquer. Un très grand chapeau. Au passage, j'aimerais juste rajouter aussi que Peter Hanson, donc qui était à Rennes et après classé à Monaco, qui lui aussi raccroche, tout comme Milito en Italie, qui est passé d'un temps par le Barça, qui lui aussi raccroche, et Laurent Batles qui est raccroché il y a quelques jours à son tour aussi. Tout à fait. On va passer aussi à Rennes qui finalise son contrat avec Romain Alessandrini qui vient de Clermont, qui a fait une très très belle saison avec Clermont en Ligue 2. Donc Rennes, on va dire, recrute en Ligue 2 avec Diallo de Bastia qui a été c'est ce janvier là, au mois de janvier, la Rennes elle avait recruté. Donc recrute encore un joueur de Ligue 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Les recrues de Ligue 2, c'est des bonnes recrues, point de vue de ce que vous voyez? Non, personne ne réagir. Si, moi sur Alessandrini, j'aimerais juste faire une petite mise au point parce que je connais ses proches, j'en ai parlé un petit peu avec eux et la rumeur Sochaux est tout à fait infondée, clairement. Elle a été évoquée par la presse, mais elle était complètement infondée. Alessandrini a été en contact avec Sochaux comme avec beaucoup de clubs, n'a jamais été sur le point de signer à Sochaux. Donc il faut quand même qu'on soit bien concret par rapport à ça, parce qu'on a tenu à me le préciser dans ses proches. Donc oui, c'est un bon joueur maintenant. Ce qu'il va jouer à Rennes, vu tout le monde qu'il y a à son poste, mais ouais. Et maintenant, je peux dire que c'était un meilleur joueur de Ligue 2. Hein. Je pense qu'il était dans les 4 un des meilleurs de Ligue 2, mais vu la concurrence qu'il y a à Rennes avec Ferrec, Emo, Pitroipa et autres, ça va être difficile pour lui quand même. C'est pas très bien. Il a fait une très bonne saison en tout cas en Ligue 2. On peut imaginer qu'il puisse faire la bascule quand même en Ligue 1, que ce soit à Rennes ou ailleurs. Il joue. Va falloir qu'il joue comme dit Thomas. J'enchaîne sur oui, Chris. Jeune joueur 23 ans. Ah oui, il a le temps, hein. Ah oui, il attend de voir encore, tout à fait. Tottenham prépare une offre pour Rémi. Voilà, ça on en parle, on en reparle, on en reparle. Oui, j'en ai envie d'en reparler quand même. Marseille devrait le vendre pour vous parce que il mettrait peut-être 20 millions d'euros pour Rémi. Est-ce qu'il faut le vendre? Alors oui, l'offre va tomber dans les 2 jours normalement selon ce que j'ai eu comme info. Maintenant, est-ce que Marseille doit le vendre? Sportivement non, économiquement oui. À 20 millions faut le vendre. Maintenant, ah oui, 20 millions faut le vendre. Économiquement faut le vendre. Marseille n'a pas le choix. 35 millions de dettes. Non, faut le vendre. Maintenant, en dessous de 15 millions, faut pas le vendre. Hein, on est d'accord. Ah non, on est d'accord, mais à 20 millions, on peut le vendre. À 20 millions, faut le vendre, mais c'est vrai, évidemment, ça va être une perte sur le plan sportif, mais je crois que ce serait de très mauvais, pardon de dire ça va peut-être choquer certains, ce serait de très mauvais dirigeants s'ils ne le vendaient pas pour 20 millions. Ah, mais complètement, c'était pareil avec Drogba à 33 millions il y a quelques années. Enfin, économiquement, il fallait le vendre.
sportivement. Tottenham aussi qui est sur la piste, peut-être que vous connaissez pas, de Jan Vertonghen, qui est le meilleur joueur des Pays-Bas, qui a été élu meilleur joueur des Pays-Bas. Il mettrait à peu près 10 millions dessus, et donc il pourrait arriver. C'est un très bon défenseur, Jan Vertonghen. Très bien, j'enchaîne sur une autre info. Balmont aurait prolongé au LOSC à 32 ans, mais enfin toutes ces rumeurs, donc là voilà, c'est fini, avec toutes les rumeurs qui se passent autour. 32 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Au LOSC, très bon joueur, enfin moi je trouve un très bon joueur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien, très bon joueur, très solide. Après il y a eu beaucoup de rumeurs sur lui ces derniers jours, notamment sur Arthur à Nice, sur Arthur à Lyon et autres. Clairement non, il jouait la montre, il voulait vraiment montrer qu'il pouvait partir où il voulait quand il voulait pour mieux, même à Lyon. Après, non, Lille avait aucun intérêt à le faire, ils ont déjà perdu Djoko, ils ont perdu Hazard, ils vont sûrement en perdre d'autres. Non. Ouais, voilà, Balmont, ça fait quand même partie. Je crois que Lillois, et pas qu'il nous fasse partir, je pense que ça aurait été dur. Et puis Balmont, il est dans l'ossature de l'équipe, on dit ce qu'on veut, mais il rate quasiment pas un match. C'est peut-être un des joueurs les plus sous-cotés, les plus sous-estimés de la Ligue 1. Ah oui, c'est un des plus réguliers en plus. Oui, parce que qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il fait un travail ingrat au milieu du terrain, on le pousse. Ingrat, mais monstrueux, hein. Voilà, ingrat, mais toujours un des éléments du titre de Lille la saison dernière. Hein. Et de la bonne saison de Lille depuis 3 ans, les bonnes saisons de Lille depuis 3 ans. Tout à fait. En Ligue 2, Monaco vise du lourd, du gros lourd. Apparemment, surtout. C'est quand même sur Alberto Gilardino, pour 8 millions d'euros au Genoa. Enfin, ce serait énorme. Enfin, j'imagine même pas Gilardino à Monaco en Ligue 2. Non, attendez, faut quand même relativiser, un minimum. Gilardino, c'est plus Gilardino d'il y a 10 ans, il y a 5 ans. Cette année, il a fait une saison quasiment blanche. Donc, non, clairement, à son âge, là, il part en pré-retraite à Monaco. Hein. Clairement, pour moi. Voilà. C'est ça va être le Morientes de Marseille. Hein, paradoxalement, il a 29 ans, mais je vois qu'il a totalisé beaucoup de passes décisives cette année-ci. Il a sans doute aussi, c'est vrai, perdu un peu de ses qualités de buteur. Bon, j'ai une ligne de 8 millions d'euros. Pour le nom Gilardino, ça paraît peu. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce qu'il a fait, c'est peut-être aussi une sorte de pari, une sorte de challenge de pouvoir le relancer à Monaco. En tout cas, bon, là, il y a clairement pour Gilardino, on sent qu'aussi, s'il choisit Monaco, pardon, il n'y a peut-être pas le choix non plus. Et là, il y a peut-être aussi des intérêts, peut-être un challenge et aussi un petit intérêt financier. Par contre, il faut comme préciser, Chris, que si Gilardino choisit Monaco et donc qu'il y signe, la rumeur Perbé sera finie. Ouais, mais Perbé, il doit pas aller à Monaco, il n'a pas le niveau de Monaco, Perbé. Il est bien meilleur que ça, on est d'accord, mais sur le papier, Gilardino aussi. Oui, voilà. Oui, sur le papier, tout à fait. Gilardino en Ligue 2, ça va être énorme. Enfin, je suis désolé, mais ça risque d'être énorme. Moi, je vois pas l'intérêt de Monaco de recruter cet attaquant, en fait, puisqu'ils ont déjà un très très bon buteur qu'ils ont vu arriver justement au mois de janvier, qui a fait une deuxième partie de saison absolument magnifique. Et je vois pas l'intérêt de Monaco. Tu vois Gilardino accepter aller en Ligue 2 à Monaco. Moi, je suis pas sûr. Ah oui, Rémi Rie est bien. Mais par contre, je comprends pas l'intérêt de Monaco pour Perbet, parce que je sais pas du tout si ça plutôt au style de Monaco. En tout cas, Gilardino, en termes de nom et de prestige, ça s'orienterait plus vers parce qu'il faut pas oublier aussi qu'ils veulent du nom, quelque part, aussi à Monaco. Ils veulent du nom, mais ils veulent aussi du jeune. Ah, 29 ans, c'est pas très jeune pour Gilardino. Ouais, mais il y a tellement longtemps qu'on le voit que... Ouais, 29 ans, c'est pas, pardon, oui, c'est ça. Non, c'est pas vieux. C'est moins vieux que certains pourraient le croire, parce qu'il est là depuis longtemps. 29 ans, c'est pas un jeune non plus, quoi. Non, c'est pas un espoir, c'est pas un retraité, on est d'accord. Il est entre les deux, quoi. Il est entre deux feux, mais c'est effectivement, c'est un faux débat, c'est le débat qu'on avait avec le Dojouli, avec Franck Signorino. Il est souvent blessé aussi, hein. Souvent blessé, donc peut-être qu'il c'est plus que 29 ans. Un joueur en cristal. Et c'est peut-être les blessures qui ont entraîné un peu sa chute de carrière, quoi. Mais peut-être que voilà, c'est un pari s'il ne blesse plus, il y a moyen de le relancer. En tout cas, c'est tout le mal qu'on fait à nos amis monégasques. Tout à fait. Officiellement, Krenskar signe à Krognard, excuse-moi. Et donc il ne fait plus partie des plans de Tottenham. Ce serait à peu près 7 millions d'euros pour ce joueur qui joue actuellement à l'Euro. Voilà, il repart à Kiev. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez étonné de ce choix, en fait. Enfin, je suis étonné, oui et non, parce que, l'Europe de l'Est monte en puissance sur la sphère européenne. Je suis assez étonné pour ce Krognard, c'est quand même un joueur qui est assez coté en Angleterre, qui est assez bon, donc qui avait pas un salaire dégueulasse à Tottenham, qui avait du temps de jeu. Donc je suis un peu surpris en fait de ce transfert. Ouais. Bah après moi, je suis moi aussi un peu surpris. J'aurais cru que, je sais pas, pourquoi pas un club de Ligue 1 aurait pu s'aligner par rapport à ça aussi. Ah non, Ligue 1 non. Ligue 1 non. Non, Ligue 1 il regarde pas la première ligue apparemment. Enfin voilà. Pour moi, pour mes infos sont terminées. Tom, si t'as des trucs à rajouter. Oui, moi j'ai encore quelques petites infos, notamment deux informations. Il y a Modric aujourd'hui qui est annoncé au PSG aussi pour 38 millions.
À voir, honnêtement, je suis assez sceptique, mais les sources anglaises sont des sources en général qui se trompent peu. Donc pourquoi pas. Sinon, ce serait légèrement surcoté, par contre. Ce serait pas, il vaut plus ou moins 30 millions, hein, Modric, 24 Oui, millions. non, on serait pas loin de sa valeur, donc. Pas trop loin, mais c'est quand même légèrement surcoté, mais c'est pas ce qui est le plus choquant, on va dire. C'est pas très choquant, non, on est d'accord. Bon, Maintenant, toujours en France, eh bien on a Krasic, donc de la Juve, qui a été proposé visiblement selon certaines sources italiennes, là aussi fiable, donc à l'OM. Bon, j'y crois pas trop non plus, puisque Krasic, il a pas fait une grosse saison non plus, donc on voit pas l'intérêt de l'OM de relancer un joueur assez hésitant, malgré que ce soit en prêt, donc avec un salaire moindre, on va dire. Autre info, par contre là c'est selon France Football, donc je me méfie un petit peu, clairement, puisque j'ai pas eu de confirmation de la part du joueur, et honnêtement je pense que j'en aurais en temps voulu, à savoir la signature de Franck Signorino à Reims. Je l'annonce puisqu'effectivement on parle de Ligue 1. Le fait, voilà, c'est pas de notion, c'est parce qu'on parle de Ligue 1, mais honnêtement je suis très 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 sceptique et je m'engage pas sur cette info là par contre. Ok, nous c'est nous d'ailleurs qui avait été invité notre émission et qui avait dit que lui il fermait pas la porte à nos autres challenges. On est d'accord, il ferme pas la porte à qui que ce soit, il ferme même pas la porte sur le fait de rester à Laval si le besoin est. Mais voilà, après il avait anticipé par rapport aux ambitions du Stade Lavallois et il avait dit qu'effectivement si les ambitions étaient assez mesurées et assez importantes, à ce moment-là, assez importante plutôt pas assez mesurée, assez importante, à ce moment-là il pourrait le prolonger. En sachant que si on retourne un peu dans l'esprit de Franck à ce moment-là, parce que moi je l'ai revu après donc depuis, le but effectivement était de signer en Ligue 1, mais pas pour 6 mois, pas pour 6 mois, 1 an. Donc là en signant chez un promu qui a pas connu la Ligue 1 depuis 40 ans, ça serait un pari très 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 risqué. Voilà. On avait fait d'ailleurs un débat avec lui sur les joueurs trentenaires, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Tout à fait, un très bon débat, d'ailleurs il avait vraiment été très impliqué, c'est vraiment très sympa. Dernière petite info qui concerne là un joueur qui est officiellement relégué, mais clairement on ne verra pas la face, il restera pas à Dijon, c'est Eric Botéac qui est annoncé aujourd'hui à Nice. Moi clairement j'ai une autre info c'est plus en direction de la Belgique, de Bruges, donc du FC Bruges, donc entre Bruges et Nice, je pense que son cœur balance. Moi personnellement je ne vois pas à Nice pour le moment, ça m'étonnerait. Un Bruges, ça peut être un challenge, parce que beaucoup de bons joueurs vont signer à Bruges. Je sais que Bruges va être très actif sur le marché du transfert. Je n'avais pas la connaissance de cette information. Maintenant, Bruges, je pense que ça pourrait être un bon défi. Et ça sera un gros coup, de recruter Botéac pour Bruges. Un joueur qui est très jeune, qui est très très prometteur. Et ça sera un très gros coup. Ils veulent marquer le coup, hein. Il y a eu un changement de direction à Bruges. Et ils veulent vraiment marquer le coup. Et ils veulent redorer le blason d'il y a 20 ans, clairement. Oui, ils avaient reçu, on se souvient de Jean-Pierre Papin, qui avait été le joueur français qui a sans doute le mieux réussi en Belgique. Tout à fait. Ils avaient fait un grand coup avec Vasquez l'année passée qui venait du Barça. Et donc cette année, peut-être qu'ils veulent aussi tenter, peut-être, je ne sais pas. Je connaissais pas l'info, mais Bruges, je sais qu'ils vont être très chauds cette saison au niveau du mercato. Donc, à faire ainsi. Évidemment, les Belges cette année, dans le mercato, ils nous font rêver. Les Belges et la Belgique, cette année, c'est un grand roman au mercato. C'est certain. Et vous l'avez fait, Compagnie qui a refusé, je sais pas si vous l'avez dit la semaine dernière, Compagnie, je l'ai appris, qui avait refusé une offre du Barça. Il y avait une rumeur, il avait dit non, moi je reste à City. Alors, nous l'avons dit la semaine dernière, je ne sais pas, cher ami, parce que je n'étais pas dans l'émission. Je le répète ce soir, je le dis ce soir. C'est quand même. Très bien. Voilà. Chris, au moins, il a reçu son info. Voilà, son info transfert. Merci, messieurs. On va conclure cette émission comme ça. Alors, moi, j'aimerais juste remercier encore une fois, Jérôme, honnêtement. Juste remercier encore une fois Jérôme, d'être venu, parmi nous. Et remercier au passage encore une fois Antoine Renaudino, donc mon tweetos, Antoine Renaudino, qui m'a vraiment permis d'avoir Jérôme et d'avoir un super contact avec lui, et je voudrais vraiment le remercier personnellement. Merci, et merci à lui, même moi je le remercie, parce que c'était aussi un travail assez de longue haleine et que Thomas aussi a fait. On te remercie aussi Tom d'avoir contacté Alonso, et on le remercie parce qu'il a été énorme dans cette émission, super gentil, super sympa, vous l'avez bien entendu, moi j'ai trouvé ça super. Merci beaucoup d'être passé, Jérôme, et tu repasses quand tu veux, ça c'est sûr et certain. Voilà, on va conclure cette émission sur ce débat qui était vraiment très très houleux, on va dire ça comme ça. Si on pouvait juste, je suis désolé, je suis en train de te flinguer ta conclusion, je suis vraiment désolé. Et j'aimerais juste redonner à nouveau, parce que ça me tient vraiment vraiment à cœur, le nom du collectif, c'est collectif SOS Ligue 2. Vraiment. Donc n'hésitez pas à aller signer la pétition, aller sur leur page Facebook, sur leur site SOS Ligue 2, et honnêtement soutenez-les parce que ça vaut vraiment le détour.
Voilà, tout à fait. Nous, on le soutient. Je l'ai signé moi-même. Thomas l'a signé. Chris, je crois qu'il l'a signé aussi. Enfin voilà, toute l'équipe l'a signé clairement. Donc, allez voir ce site, signer la pétition, très très important pour cette Ligue 2. Voilà, messieurs, merci beaucoup de cette émission. Ça a été énorme. Mardi, demain, spécial bleu. Spécial Euro, surtout Euro 2012. On parlera des Bleus, on parlera un peu de tout ça avec moi et Stan et toute l'équipe de RTS. Voilà. Ainsi que vendredi voilà, pour l'après-match. Et vendredi pour l'après-match. À vos pronos, Motor Show aussi jeudi. N'oubliez pas, Motor Show jeudi, surtout très très important. Et vendredi à vos pronos avec l'après-match dans à vos pronos. Voilà, encore une semaine de folie sur RTS avec tout ce sport. Voilà, merci messieurs, bonne soirée à vous tous, et puis à mardi prochain, j'espère que vous serez tous là, parce que nous on sera là, on sera présents, avec Chris, avec Thomas, avec toute l'équipe, avec Flo, avec Xavier qu'on n'oublie pas, avec Émilie, voilà, on leur fait tous un gros bisou qui n'était pas là ce soir, donc merci à vous tous, à mardi prochain. Chris, je te laisse le mot de la fin pour conclure, parce que je sais que tu aimes bien conclure, donc à toi de finir. Je de la conclusion, on va, comme tu l'as dit très bien, remercier Xavier, Flo, Émilie, et ainsi tous les membres vraiment de l'équipe. Ainsi qu'Erwan. Erwan, bien sûr, Erwan, bien sûr, qui nous a aussi aidé à la conception de cette émission. Et donc on leur fait un gros bisou très très amical. Et aussi merci à vous, chers amis éditeurs. Je sais que vous avez été nombreux à être actifs sur le chat notamment. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas membre de l'équipe encore, de la grande famille, nous rejoindre sur le grand réseau social bleu, vous le connaissez. Et aussi on a un compte, je pense, sur Twitter pour suivre vraiment toutes les infos. Et on parle foot. C'est grâce à ce compte Twitter qu'on a pu notamment détecter ce soir un très grand invité, n'est-ce pas Thomas? Le compte On parle foot. On parle foot tout collé. Et au passage, pendant qu'on est dans les remerciements, profitons-en, j'aimerais juste remercier, et se reconnaîtront, Bastien, Karine, Clément, tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent chez les sponsors, et qui sont vraiment derrière nous, et il faut qu'on en parle, on en parle pas assez. Et vraiment merci les gars, parce que grâce à vous, on peut être là ce soir et c'est super sympa, merci. Et voilà, merci. Quand on aime le foot, on parle foot. À mardi prochain. Ciao les gars. Valentier, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.